Yo 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 les potes, j'espère que vous allez bien. Nouveau live, nouvelle masterclass, décalé cette fois-ci parce que on a eu des petits Exceptionnel. aléas hier. Comment ça va Capette? Bah écoute, moi ça va super. Niveau fonda, ça va être pas mal, ce dont on va parler, parce qu'il faut bien se rassurer, c'est vrai que les marchés sont plats, mais niveau fonda, ça bouge vraiment pas mal. Et du coup, on va pouvoir enchaîner sur ça rapidement. J'ai passé un excellent week-end, un peu trop bien d'ailleurs, et c'est malheureusement pour ça que je n'étais pas là hier, parce que je n'étais pas chez moi, tout simplement. Et c'était pas idéal de lancer une émission à 21h30, 22h, donc on s'est dit on se la fait pour Bah, surtout aujourd'hui. qu'il y avait le Z-Event. Ouais. Donc franchement GG à eux, hein, plus de 10 millions d'euros levés. Ouais, j'ai pas du tout suivi. Euh, j'ai pas suivi comme les autres éditions, je pense que c'est juste qu'on regarde autre chose, on fait autre chose et tout en ce moment. Mais en vrai c'est colossal. C'est le record ou ils avaient déjà fait plus, je me souviens plus. T'as dit 10? Ouais, Bah, je pense que ouais, c'est record 10 ou pas millions, loin c'est du costaud, record. hein. Hein. Ouais, 10 millions, 10 millions, on parle. Apparemment, alors c'est en même temps que la conf Apple, et bah, on est plus important que Tim Cook. Je suis désolé de te l'apprendre. On regardera ça avec attention, mais après coup, du coup, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, et ben merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux. N'hésitez pas dès maintenant à liker la vidéo. On a la chaîne qui tourne du feu de Dieu avec notre ami 0xGris qui a rejoint l'équipe et qui fait des superbes contenus, notamment récemment sur Ethereum, sur Hyperliquid, sur DYDX, sur Starknet. Il va y avoir d'autres contenus qui vont arriver très bientôt. Donc n'hésitez pas. Et côté Fonda, ça bouge bien, comme je vous ai dit, donc je suis impatient de vous en parler. N'hésitez pas aussi à suivre Coin Academy sur les autres réseaux sociaux, notamment je pense à Instagram où on fait beaucoup de réels en ce moment qui sont à mon sens très intéressants. Tout ça vous permet de consommer du contenu crypto d'une manière un peu différente. On y raconte notamment l'histoire de pas mal de personnalités assez intéressantes comme Pavel Durov, Sizi, Vitalik. Et là, on va en couvrir plein d'autres. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker, à vous abonner. Franchement, les potes, si vous pouvez vous abonner à l'Instagram et au TikTok qu'on met dans le chat, ça ferait vraiment plaisir. J'ai l'impression que voilà, on est des purs influenceurs quand je dis Bah ouais. TikTok ou Instagram. Bah on essaie, hein. Mais on essaye voilà, de faire percer un peu plus la crypto au travers de contenus un petit peu différents et pour aussi derrière toucher des gens qui sont moins dans la crypto. Et on a 0xegri qui est dans le chat qui nous aide sur ça. Donc un grand merci à lui. Et si vous pouvez soutenir et vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Il y a quelqu'un qui dit vous livez sur quelle chaîne YouTube? En fait, on ne live jamais sur YouTube. Mais on va le faire. Mais on faut le aimerait préparer. bien le faire depuis un petit moment pour live à la fois sur YouTube, sur Twitch, sur Twitter, etc. Juste, je sais qu'il y a des spécificités un petit peu compliquées, entre guillemets, dans le contrat Twitch. Je sais pas si ça nous permet de stream en même temps. Je crois qu'on peut streamer sur YouTube et d'autres plateformes en même temps, mais pas Twitch. Sinon, en tant que partenaire, c'est du contenu qui est dédié. Il me semble que maintenant tu peux, mais si tu veux être en règle, il faut que tu calcules que les messages qui viennent de Twitch. Ah ouais, ça marche ça? Ouais, de ce que j'avais compris à l'époque, en mode, faut pas que tu t'amuses à avoir un multi-chat, à display un multi-chat et donc un chat qui vient de la concurrence, etc. Ok. Bon bah parfait, c'est-à-dire la prochaine fois on fera YouTube aussi je pense. Plus on est de fous, plus on rit et puis voilà, merci à toutes les personnes qui rejoignent, ça fait plaisir, je sais que c'est pas le moment habituel, mais il y a pas mal de choses intéressantes à dire. Et on a un marché qui bouge un petit peu là. On s'est pris je pense une petite bouffée de pression là il y a 2-3 jours. Ouais, c'était assez violent. Et là, le marché rebondit un petit peu. Alors, comme disait Pierre Crypto sur Twitter, on va pas trop en parler, sinon on va jinx. Et dès qu'on va en parler, ça va dump. Pour mes longues, priez, voilà, ne parlez pas trop de ce pump. Il ne se passe rien sur les charts. On n'a rien vu, on ferme les yeux, on se réveille à 70K, c'est parfait. Mais voilà. Et du coup, pourquoi on s'est pris une petite fumée d'ailleurs, Léo, selon toi? C'est par rapport à la politique américaine, où on était un peu en dessous des prévisions? C'était juste histoire de nous secouer un peu? Déjà, on est très corrélé au S&P 500 et le S&P 500 a corrigé. Et je pense pas qu'il y a besoin de raisons spécifiques pour pour justifier genre ce dump sur le S&P. Je pense que juste on est parti en ligne droite sur le S&P, on s'est approché du dernier sommet historique. Okay. Et je pense que des gens ont voulu le défendre ou prendre des profits, etc. Parce que ça commence à faire cher, tu vois, pour un S&P. Et puis même pas mal d'actions, on est quand même déjà très bien capitalisé. Je dis pas que c'est un top, hein. Je dis juste que voilà, c'est normal qu'il y ait des gens qui prennent des profits. D'autant plus quand on a un peu voilà, le contexte macro où genre, on sait pas si on va baisser les taux en septembre ou si on va le faire plus tard. Et puis on a des chiffres qui sont pas très rassurants, mais qui sont pas non plus horribles. Donc, je pense que d'un point de vue politique monétaire, on n'est pas ultra figé.
Et puis on arrive sur des zones assez stratégiques pour prendre profit. Et puis derrière, vu que le S&P dump, on se prend le dump du côté des cryptos dernièrement. Surtout que en fait, quand le S&P pumpait, on pumpait pas. Et quand le S&P dumpait, on dumpait en même temps. Et je pense que cette corrélation un petit peu désagréable va s'arrêter tôt ou tard. Je sais juste pas quand, mais moi j'ai toujours mes cryptos, je suis toujours majoritairement sur BTC. Et en gros, j'essaye de long le marché sur BTC Ether en low size, donc en petite size, sans prendre trop de risques. Pour derrière, appuyer plus fort sur la gâchette, comme je l'expliquais dans les précédentes émissions, dès que j'ai un peu plus de confirmation, dès que je me sens un peu plus à l'aise, etc. Parce que jusqu'à maintenant, tout ce que le marché nous a montré, c'est plutôt de la faiblesse. Tous les supports qu'on a cassés récemment, on les a retestés en tant que résistance. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Donc c'est pour ça que j'y vais vraiment en low size. Mais j'ai toujours de la conviction dans ce marché-là. Et on va pas se mentir, c'est toujours des périodes où le marché remet en question un petit peu nos convictions. On a tout le monde qui se dit Ethereum à zéro. Il y a Coin Academy qui sort une vidéo sur les problèmes d'Ethereum. Enfin, on en est là, quoi. Ouais. Après, au niveau du titre, ça c'est un peu fun, mais c'est aussi pour avoir plusieurs sons de cloche, parce que voilà, non, on mais est je quand même rigole, plutôt mais optimiste. Ouais. la vidéo, justement, c'est moi qui en ai parlé avec Gris pour qu'on la fasse, parce que ce sujet-là, il était assez intéressant. Du fait que, voilà, d'un point de vue... Enfin, je vous laisse regarder la vidéo, je vais vous envoyer la vidéo. Ouais. Pour ceux qui l'ont pas vue, la vidéo a vraiment bien marché, ça fait extrêmement plaisir. Je vais peut-être en profiter pour partager vite fait mon écran. Hop, Très bonne idée. voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, la chaîne Coin Academy grossit. On a de plus en plus d'abonnés dessus, on a de plus en plus de vidéos qualitatives. Et je pense sincèrement que en fait, le recrutement des grilles est très positif à ce sujet-là. Et on a sorti une vidéo très complète sur justement les problèmes auxquels Ethereum fait face en ce moment. Et je vous invite tout simplement à la regarder, à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais vraiment, on fait des choses très très sympas. Je suis très content, tu vois. Même la vidéo sur Hyperliquid, je trouve que c'est bien. C'est pas parce que nous, on travaille avec DYDX ou que je kiffe DYDX qu'on ne doit pas aussi regarder ce qui se fait à côté. D'autant plus que moi, j'ai énormément farmé Hyperliquid. On a aussi couvert les seuls cryptos qui étaient vraiment utiles, ou en tout cas, c'était un petit peu le bait pour parler des cryptos qui génèrent du revenu, ou en tout cas qui en partagent. On a décortiqué justement tout le cycle des altcoins avec le jeu des VC, etc., de la price discovery, avant même que le jeton sorte, avec toutes ces levées, ces enchaînements de levées, de valo, etc. Donc vraiment, en ce moment, je trouve qu'on fait... en fait, moi, personnellement, je suis trop fier de ce qu'on produit en ce moment. On se rattrape en face sur la partie... à la team. On se rattrape sur la partie YouTube et ça se voit au niveau des vues. On essaie de faire un peu d'effort aussi sur les minias pour qu'elles soient un peu moins répétitives, parce que là on est 3 cerveaux plus graphistes à bosser sur les minias, à tester des nouvelles choses, et je pense que c'est ce qui a aussi bien marché sur la dernière vidéo avec Ethereum, honnêtement. Donc plutôt cool. Et puis moi je vous dis personnellement, ça faisait longtemps que je m'étais pas mis à autant lire des trucs sur les cryptos. Pourquoi ? Je pense que c'est important de vous partager le pourquoi. C'est parce que j'ai testé X trucs pour nettoyer mon fil Twitter et changer d'air. C'est passé par beaucoup moins de temps dans la partie pour vous et beaucoup plus dans mes abonnements. Un nettoyage au niveau des abonnements où très rapidement, si je suis des projets et que je vois au bout de quelques tweets ça me saoule, ça dégage. Voilà. Rien contre les projets, mais si c'est pour lire des trucs qui ne m'intéressent pas, ça dégage. Suivre des gens anglophones des différents projets, que ce soit du MegaTH, Monad, Eigenlayer, Solana, Aptos, etc. Parce que d'avoir directement les builders qui s'expriment, ça permet d'être au cœur de l'information. Donc c'est intéressant de savoir qui a derrière les projets, pas suivre forcément que le Twitter officiel du projet. Et ce mélange de toutes ces choses-là font que j'ai l'impression d'être plus en phase avec ce qui se passe sur le plan technique. Après, pour ce qui est des prix, voilà, au niveau des prix, je suis pas devin. Je suis pas devin, mais... s'il te plaît, par pitié. C'est juste que moi, je me suis toujours accroché vis-à-vis des fondamentaux. Et puis là, je suis content parce que tu vois, Ethereum, on corrige plein de trucs, on fait évoluer plein de choses. Solana, ça évolue. Aptos, ça évolue. Il y a Monad qui arrive. Il y a MegaTH qui arrive. Berachain, que je regarde, mais que je ne maîtrise pas assez. Clairement, on me le dit dans le chat. Mais que je regarde effectivement. Et j'essaie en fait d'être vraiment incollable sur tout. Pour que, pour des émissions masterclass ou même des émissions sur Twitch, on se concentre sur les trucs qui sont intéressants, parce que si c'est pour vous parler des prix, voilà, moi je suis pas trader, ça va pas être intéressant. Donc même la vérité, d'un point de vue prix en ce moment, je trouve que c'est pas parce que ça dump que c'est moins intéressant, ça crée des opportunités, etc. Mais
enfin, juste quand le marché est range, en fait, consolide et nous donne pas vraiment de signaux ultra clairs, bah, j'ai moins de choses, en fait, à dire tout simplement. Et je pense que le fait que tu te renseignes sur la partie fonda, ça rend aussi les émissions C'est très important. intéressantes, hein. Honnêtement, sur les 3-4 dernières émissions, s'il n'y avait pas la partie fonda, on se ferait un peu chier, hein. Bah, c'est pour ça qu'on a toujours fait cette émission à deux, hein, d'ailleurs. Et C'est ça un a relais. toujours plutôt bien marché. Ça a toujours plutôt bien marché. Ça fait déjà 3 ans hein, qu'on fait ces émissions, plus Ouais. de 3 ans même. Le média, lui, un peu plus de 3 ans. Et vraiment, c'est un format qui est bien. Et puis tester des nouveaux outils, tu vois. ChatGPT, bon, c'est bien, mais t'as pas les sources. Là, j'utilise beaucoup Perplexity, qui est un moteur de recherche nourri par IA. J'utilise une extension Chrome aussi, qui est pas mal, qui permet de résumer les vidéos et tout. Voilà, j'essaie d'être un peu assisté par IA, mais avec source, pour ensuite aller sur la source et lire directement à la source. Parce que le problème aussi, souvent, avec ChatGPT, c'est que c'est trop digéré. L'information est trop digérée, elle n'est pas assez à jour et c'est Après, tu nettement peux le insuffisant. challenger, tu peux faire des trucs, mais c'est vrai que. Puis même, des fois, il refuse. Ouais. Non, mais des fois, il invente complet. Des fois, il Ouais, ouais, invente c'est. complet. Et puis, tu vois, par exemple, mon kiff du moment, et ça va être le sujet de cette émission, après, je pars directement sur les actualités, ça a été de m'intéresser un peu donc, aux layers d'exécution et layer de consensus, toutes les technologies de consensus, puisque jusqu'à présent, les consensus étaient quasiment exclusivement des trucs basés sur les travaux de Cosmos avec Tendermint, tu vois. Et on commence à voir des consensus différents, Hot Stuff, Jolteon. Et là, je vais vous parler des consensus dessus et Aptos, qui vont visiblement être une vraie révolution. Donc ça bouge beaucoup. On me demande quelle extension j'utilise, ça s'appelle Cider, S-I-D-E-R. De toute façon, tu vas dans le store Google, tu fais recherche ChatGPT, tu as plein d'extensions. Moi, je me suis amusé un petit peu toutes les tester. Et en fait, Cider, c'est vraiment violent. Et je pense que je vais payer le truc parce que c'est pratique. Et je vous propose du coup d'attaquer par l'actualité avec, comme d'habitude, ce qui s'est passé cette semaine. Et puis on enchaînera directement sur les fondamentaux. Alors excusez-moi, je galère un petit peu avec l'interface aujourd'hui. Screen share. Voilà, c'est parti. Donc au niveau de l'actualité, comme on aime bien vous parler de tout, et ben on va commencer par vous parler de Cardano. Pour une fois, Cardano qui a fait passer la première étape de sa transition vers une gouvernance on-chain, donc totalement décentralisée. Jusqu'à présent, la gouvernance, elle se faisait de manière centralisée. Et donc là, c'est une mise à jour qui se fait en 2 étapes. Là, on commence progressivement à passer par l'étape de la décentralisation avec justement des délégués représentatifs qui vont arriver, qui seront plusieurs dizaines de ce que je comprends. Et d'ici 90 jours, voilà, d'ici début 2025, on passera à la 2e étape où ça passera totalement on-chain. Il faut savoir que Cardano, bon, niveau activité, voilà, moi j'ai tendance à être un petit peu biaisé parce que je m'intéresse pas trop aux applications qui se passent sur Cardano. C'est pas une chaîne avec une capacité transactionnelle de dingue, La mais il se passe vérité, des qui s'y trucs. intéresse? C'est. Personne s'y intéresse, en Les vrai. ricains, les Américains quand même sont beaucoup plus branchés Cardano et puis les youtubeurs streamers américains aussi. Mais tu vois, Real Time TPS, on est à 1. Max, on est à 11. Ça évoluera bien sûr avec des Layer 2, etc. Mais bon, le Layer 1 tel qu'il a été designé Pourquoi, en l'état... pourquoi aller sur Cardano là où tu peux aller sur Ethereum et l'écosystème EVM et tout, quoi? Enfin, c'est la question. c'est une question que je me pose. Eux, leur promesse, c'était de pouvoir s'adapter à plein de langages de programmation pour attirer les développeurs du monde entier. C'est un peu ce que fait Tezos aussi. Mais bon, les applications, j'ai jamais vu une application sur Cardano qui n'a pas une sorte de copie dans l'écosystème EVM ou Solana, donc c'est vrai que moi ça m'a jamais percuté. Après, je surveille quand même. D'un point de vue de la décentralisation, c'est assez réussi. Je crois qu'il y a plus de 60% de tous les tokens qui sont stakés. Il y a une belle décentralisation du supply de jetons. Là, ça va dans le sens de la décentralisation pour la gouvernance. Donc de ce point de vue-là, c'est honorable. Au niveau du consensus, c'est pas trop mal aussi, soi-disant. Et ils n'ont pas de système de slashing de leur côté. Et puis voilà. Voilà pour Cardano. Désolé de ne pas être plus à fond sur cet écosystème. J'ai beau regarder de temps en temps, ça m'a jamais fait vibrer plus que ça. J'ai jamais vu un truc qui se passait chez Cardano. Tu peux dire, bon, ok, chez Cardano, il y a ça. Mais Il y a t'as le déjà fameux utilisé une consensus. dApp sur Cardano même? Jamais. Non, jamais. J'ai regardé des marchés de NFT, des trucs comme ça, mais ça m'a jamais percuté. Donc je vous propose d'enchaîner rapidement. Donc ensuite, on va parler très légèrement de politique. En fait, il y a eu une histoire entre Twitter, Elon Musk et Alexandre de Moraes, qui est un représentant au Brésil. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, petit pétage de câble, le Brésil interdit l'accès à X. Vous pouvez quand même y accéder via un VPN, mais si vous le faites et que vous êtes pris la main dans le sac, vous pouvez payer une amende de $8 000 par jour.
C'est du délire. Donc, Monsieur Alexandre de Moraes a expliqué, d'ailleurs, est-ce que je dis bien son prénom, je ne sais pas, a expliqué que c'était nécessaire parce que Twitter ne respectait pas la démocratie au Brésil, que c'était une attaque à la démocratie brésilienne, etc. Et donc que cette censure était justifiée pour la protection de la démocratie brésilienne. Et donc ça a emmené pas mal de manifestations au Brésil. Donc là, on voit des milliers de personnes. Je ne sais pas à quel point ça a beaucoup manifesté là-bas et je ne compte pas sur nos médias pour nous en parler plus que ça. Même si, bon, ils ont dû couvrir l'information. J'ai vu Quotidien en parler d'ailleurs. Mais affaire à suivre, je pense que c'est pas prêt de bouger sous le gouvernement actuel. Et puis je pense que Musk continuera de faire des private jokes pour se foutre de la gueule d'Alexandre de Moraes en attendant. Et voilà. Un peu dommage pour les Brésiliens. T'imagines juste, en France, on bannit Twitter et genre ceux qui essayent d'y accéder, ils payent $1000 par jour, mais... Enfin, en gros, c'est quoi? C'est une dictature, non? Bah, c'est quoi, on le fait pas avec Twitter. Bah, disons que si tu considères qu'il y a des fake news ou des trucs comme ça, là en l'occurrence c'est plutôt qu'ils aimaient pas le fait qu'il y a des gens qui parlent mal des représentants ou du gouvernement sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc oui, on est un peu dans le modèle de la dictature. On en a vu un peu aussi autre part, mais là c'est un peu next level. Je pense qu'on pourrait y arriver en France avec un peu d'effort. Hein. Il suffit de le justifier correctement et puis voilà. Bah, ils ont essayé, tu sais, déjà avec Thierry Breton qui nous a fait tout un communiqué pour nous expliquer que c'était pas bien, qu'il fallait se conformer, un petit peu comme avec Telegram, tu vois. Il fallait se conformer aux règles européennes, etc. Bon, bah, non, mais c'est même des gens qui n'utilisent pas Twitter ou qui n'utilisent pas Telegram, tu vois. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un gap de génération qui est phénoménal. Et puis même au-delà de ça, enfin... genre empêcher les gens de communiquer publiquement sur leur pays. Enfin, on est en Corée du Nord, on est en Chine. Bah, exact. Bah, c'est l'idée. C'est le parti pris. Et du coup, affaire à suivre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Affaire à suivre. On n'est pas si loin que ça. En vrai, moi, j'y crois zéro en France. Hein. Non, mais après, je sais plus quelle plateforme. Il y a une plateforme de diffusion vidéo qui a été bannie en France. Au même titre que tu avais un média pro-russe, RT. Ouais, RT et donc RT France qui a été banni chez nous, tu vois, parce que justement ça poussait la propagande du Kremlin et que voilà, comme c'est les Russes, là on peut, voilà, c'est Rumble, tout à fait. Rumble, là je suis en France, tu vois, regarde Rumble, t'essaies d'y aller depuis la France, hop. Because the French government demands to remove creators from our platform, Rumble is unavailable en France. Voilà. À la demande du gouvernement. Donc, tu vois, tout le monde s'en branle de Rumble. Rumble, c'était quoi? C'était juste des live streams d'une communauté surtout russophone? Alors, on va demander à Liane de nous faire un résumé. C'est ça l'extension que je vous disais. Rumble est une plateforme de vidéos distribuée et monétisée des vidéos professionnelles fondée par Chris Palowski. Elle est souvent présentée comme une alternative modérée à YouTube. Non modérée. Non modérée à YouTube. Voilà, non modérée, c'est ça. Genre, c'est un peu plus trash, quoi. Et elle est créée au Canada en plus. Donc, pour le coup... Ok. Arrivée de conservateurs d'extrême droite en 2020. Tu vois, ça commence. Vas-y, je vais fermer la page. J'ai pas envie de rentrer dans des histoires. Mais tu vois, on en revient toujours au même. On en revient toujours au même. Et du coup, ça va continuer dans ce sens-là. Il y a des choses que tu peux dire, il y a des choses que tu peux pas dire. Nous, on a conçu qu'on a le droit de parler en mal de notre gouvernement, mais il y a des trucs qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire qui sont jugés immoraux et d'autres. Et puis peut-être qu'au Brésil, la vision, elle est différente, tu vois, vis-à-vis du gouvernement. Je t'avoue que je suis pas un spécialiste du Brésil sur ce sujet-là. Ensuite, on a une petite proposition à l'étude entre Osmosis et Cosmos. L'idée, ce serait de fusionner les deux écosystèmes en essayant bien sûr de pas désavantager plus Osmosis ou désavantager plus Cosmos. Qu'est-ce que Osmosis a y gagné ? Forcément tout. Plus un bon coup marketing, plus de liquidité. Mais le Cosmos Hub aussi. Le Cosmos Hub, voilà, même s'ils font déjà un peu Cosmos Hub eux-mêmes. Qu'est-ce que Cosmos a y gagné ? Beaucoup plus de fonctionnalités. Quand tu vas sur Osmosis Zone, c'est une interface qui te permet d'interagir avec la chaîne et l'écosystème Osmosis, qui est une des principales chaînes de Cosmos. Et tu noteras que ça a beaucoup évolué, Osmosis Zone. Déjà depuis peu, on a la possibilité de faire des limit orders on-chain. Avant, on n'avait que du swap. On a beaucoup plus de jetons EVM qui ont été ajoutés. On a toujours donc des stratégies staking. On a du marging avec un partenaire Mars. On a du perp avec le partenaire Levana, qu'on a couvert aussi sur Coin Academy. Bref, le produit Osmosis essaie d'être de plus en plus complet pour du spot et pour du perp, pour avoir une expérience totale DEX en fait. DEX et DeFi même, parce que je pense qu'ils vont aller de plus en plus dans le sens de la DeFi au global. Et donc, l'idée, c'est peut-être un peu de réveiller l'écosystème Cosmos aussi, parce que, pour rappel, pour ceux qui
qui n'ont pas trop suivi ce qui se passait. En gros, Cosmos, c'est la première blockchain souveraine de l'écosystème Cosmos. On l'appelle le Cosmos Hub. Ça veut dire que c'est une chaîne qui sert un petit peu de portail entre toutes les autres chaînes pour pouvoir s'échanger des données, des liquidités, sécuriser l'écosystème, etc. Mais du coup, la critique qui a été intensifiée au sein de Cosmos, ça a été de se dire, le jeton, à part être staké pour choper des airdrops, et depuis peu, avec la Interchain Security, sécuriser notre blockchain, ce jeton, on n'est pas en utilisation active de ce jeton pour faire toutes sortes de conneries sur Internet. Alors que Osmosis, tu peux swapper des jetons, tu as des pools de liquidité, tu as plein de trucs que tu peux faire. Donc, au final, Osmosis a nettement plus d'usage que Cosmos. Et on peut considérer un petit peu qu'Osmosis cannibalise un peu Cosmos. Donc, ça peut faire sens d'avoir une fusion entre les deux. Mais il faut savoir que, pour le moment, c'est vraiment à l'étude, que Osmosis, ça s'active très vite quand il y a des propositions de gouvernance à faire, les refuser, les s'accepter, etc. Cosmos, c'est beaucoup plus lent. Et justement, au niveau des critiques qui ont été faites, l'idée, c'est pas suite à la fusion que tu te retrouves avec un Osmos ultra mollasson ou un Cosmos qui essaie d'aller plus vite que la musique et qui fasse des bêtises. Et c'est pour ça qu'à mon avis, affaire à suivre, parce qu'effectivement, fusion des liquidités, amélioration de l'expérience utilisateur, etc. Mais ça va pas arriver tout de suite si ça se fait. Et pour toi, c'est quoi la proba que ça se fasse ? 30% que ça se fasse. Donc je suis bien en dessous du kiff-kiff. Pour moi, il y a plus de chances que ça ne se passe pas. Pourquoi ? Parce que y a toujours ce côté, Cosmos, il y a un white paper, c'est censé faire telle chose. Si on commence à vouloir faire tout et n'importe quoi, on sort de la vision et on en revient sur ces débats idéologiques habituels, ça sert à rien d'essayer de tout faire. Voilà. Donc je pense que du coup il y a beaucoup de gens qui vont s'y opposer, mais on verra. Voilà, et avec Map of Zone vous pouvez voir un petit peu toutes les chaînes de l'écosystème, et au niveau du volume, on voit clairement que c'est Osmosis, c'est Network, Celestia, Noble qui font du volume, avec bien sûr la DoID Exchange et Neutron, mais Osmosis parce que c'est le DEX de l'écosystème Cosmos, qui commence à se réveiller un petit peu parce que c'est le layer 1 le plus rapide de l'écosystème Cosmos. Celestia, de par sa narrative modulaire, même si j'aimerais bien aller dans le détail sur les volumes, parce que je vois pas trop comment on peut arriver à un tel volume. Et Noble, c'est la chaîne qui fait circuler l'USDC nativement dans l'écosystème. Donc du coup, tous ceux qui veulent manipuler du stablecoin USD vont passer par Noble. C'est ça. Carbone et compagnie, je connais moins pour le coup. Ensuite, j'enchaîne. On a le Japon qui envisage de réduire son imposition. Alors pour le coup, j'ai appris un truc très intéressant ici, je ne savais pas, mais passer $1 300 de gain, tu dois payer 55% d'impôts au Japon sur tes cryptos. En gros, toutes les personnes qui ont des cryptos, quoi. C'est ça, qui font quelque chose avec, en tout cas. Donc tu te fais vraiment défoncer. Deuxième chose, quand tu es une entreprise spécialisée dans les cryptos, tu as une pénalité, enfin pas une pénalité, tu as une taxe de 30% sur les gains non réalisés à la fin de l'année. C'est-à-dire que même si tu vends pas, tu es obligé, à la fin de l'année fiscale, de dire voilà, j'avais tant, il y a des gains potentiels, et on va te pousser à vendre. Peut-être que j'ai pas la vision complète du problème, mais je trouve ça fou de taxer des gains non réalisés. Moi aussi. J'ai vraiment l'impression que c'est une dictature. C'est genre on te prend tout ce que t'as. C'est comme ça. Alors peut-être que y a un truc que je vois pas, notamment du côté des grands groupes ou des grands fonds d'investissement qui peut-être en abusent d'une certaine manière, etc. Mais t'as même pas réalisé encore ton gain que t'as déjà l'État qui te pioche de l'oseille dans ta poche. Je trouve ça fou, quoi. Pour moi, ça va peut-être être un peu plus complotiste, mais c'est tellement énorme. Parce que, en fait, ce serait partir du principe, vas-y, tu fais des cryptos tous les ans, tu fais des gains, on t'assomme, tu vois. Alors après, bien sûr, c'est des gains non réalisés. Si t'es en perte, t'es en perte. Hein. Mais ça te pousse à tout, sauf à faire du business crypto au Japon. Enfin, clairement. C'est du grand n'importe quoi. Et ce sujet des gains non réalisés, ça s'applique, je crois, il y a des trucs à l'étude aux États-Unis. Mais c'est Kamala Harris qui veut le faire, c'est ça. Exactement. Et du coup, l'argument, c'est les super riches qui en profitent, etc. Mais l'impression que ça donne en soi, c'est que juste l'État fait mal son travail, a besoin d'argent, il essaye de chercher de l'argent où il peut en choper, et les taxes les taxes sur les gains non réalisés est une opportunité de fou pour le gouvernement, quoi, non ? Après, encore une fois, peut-être qu'il y a vraiment les super riches qui en abusent ou... Je sais. pas la vision complète de ça. Peut-être qu'il y a des gens dans le chat qui sont mieux renseignés, mais...
Bah, le truc, c'est que à la limite, quand tu veux faire des impôts comme ça, tu mets pas 30%. Ça, c'est mon avis. C'est quitte à faire un truc un peu comme ça pour aller gratter des sous. Voilà, tu fais des quelques pourcents, mais leur mettre 30% dans la tête, c'est ultra violent en fait. Ça pousse à monter, à faire un montage et à tricher, hein, tout simplement. Ou partir. Ou partir. Mais quand t'es américain, bonne chance pour partir. Ouais. Et du coup, bah, c'est intéressant. Alors, on me demande, est-ce que du coup, t'as aussi une histoire de moins-value où tu peux reporter les gains l'année suivante, etc. Je sais pas du tout. Je vous avoue que je sais pas du tout. En tout cas, pour le moment, c'est aussi à l'étude au Japon. C'est-à-dire que c'est l'équivalent de la l'AMF chez nous. Alors, eux, ils appellent ça la Financial Service Agency, qui dit, bon, bah, les gars, il serait peut-être temps de se réveiller par rapport à l'industrie des crypto-monnaies et faire quelque chose. Là où je trouve ça intéressant, c'est que tu vois, jusqu'à présent, il y a ces taxes-là qui sont énormes. Et puis, on voit Sony qui fait un layer 2, tu vois. Et puis d'un coup, on commence à se dire, ouais, bon, ce serait peut-être bien de faire quelque chose. Alors Donc, peut-être que les timings sont pas si proches que ça et que juste on l'a pas vu auparavant, mais en fait je pense que le Japon était super avant-gardiste par le passé, non? Bah nous, on avait cette impression-là à l'époque, parce que bah, MTGOX avait été localisé au Japon, hein, de mémoire, et que... Ouais. Le plus gros exchange au monde crypto, qu'on se le dise. T'avais un fork de Litecoin aussi, qui avait fait une monnaie au Japon, des trucs comme ça, mais d'un côté, on peut penser ça, mais parce qu'on s'intéresse pas vraiment à l'écosystème crypto du Japon, mais d'un autre côté, j'ai pas vu de gros projets japonais sur ce marché. T'en as quand même quelques-uns qu'on sous-estime, notamment des L2, je me souviens plus lesquels, parce que j'en parlais avec le gars de Terre Noire. Ouais, Astar. Astar, c'est ouais. japonais, ouais, ça. Ouais. T'as quelques trucs comme ça de l'écosystème Polkadot, effectivement, des parachains qui Après, visent tu un me peu plus le diras, marché on a asiatique. quoi comme projet français? On en a quelques-uns, mais on n'en a pas 10 milliards non plus. Hein. C'est vrai. D'un point de vue L1, on a quoi? Mais des builders FR, on en connaît plein. Ouais, voilà. Bah, Tezos, d'un point de vue L1, on a Tezos. Après, autrement, j'avoue que c'est une excellente question. On n'a pas. On a des builders français, mais c'est toujours des projets qui sont brandés worldwide et souvent les fondateurs ne sont pas français. Hein. Quand je scroll là-dedans, ouais, c'est assez violent, t'as pas du tout même. Nous, on connaît Mark Zeller d'AAV, tu vois. C'est tellement mondialisé, tu vois. Genre, même Enfin, j'ai du mal à attribuer des nationalités à des projets en soi. Ils sont tous tellement internationaux. Quoique. Bah ouais, pareil, c'est toujours inter. Tu vois, NIR, il me semble que c'est un Russe qui a fondé ça. Solana, c'est ukrainien, américain. Bah Anatoly, il est américain. Ouais, mais d'origine ukrainienne, Anatoly. Ouais, mais je crois qu'il est arrivé tôt. Ah, c'est possible ça, c'est possible. Puis après, ouais, on a beaucoup d'Américains. Hein. Quand tu regardes les Layer 1, c'est... Multiversix, en vrai. C'est roumain, ouais, roumain. C'est vrai. En vrai. Mais c'est beaucoup, ouais, c'est beaucoup de ricains. Aptos suisse et ricain d'ailleurs. Polygon indien. Ouais, c'est un exercice intéressant. On a beaucoup d'asiatiques. Je t'ai coupé, désolé. Aucun problème. Non, mais c'était intéressant de regarder tout ça. Dans les big projets, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de FR. Morpho, ouais. On a Angle. Angle, ouais. Ledger, qui est pas... Voilà, on a Sora. Ledger, Sora, c'est ça. Après, là, on a Usual qui est en train de péter aussi, du côté des stablecoins. Donc ouais, je te laisse reprendre. Pas de souci. Merci en tout cas, le chat, vous êtes bien actif aujourd'hui, ça fait plaisir. Ensuite, ouais. donc 142 000 emplois aux US en août. Un peu moins que les prévisions des économistes de 164 000, mais beaucoup plus qu'au mois de juillet où on était à 89 000. Du coup, on se dit, bon, le chômage a légèrement baissé. On ne sait pas trop comment tracer la formation, visiblement. On sait juste que vers le 17 septembre, je crois, on va avoir des nouvelles de la part du gouvernement sur sa politique des taux. Et donc là, on est toujours sur des taux entre 5 et 5,25%. On aimerait une baisse modeste de 0,25% ou plus agressive de 0,5% parce que l'inflation, elle baisse et cette information pourrait être très très bien prise de la part des marchés, donc de la part des marchés crypto. Bah, mercredi qui arrive là, donc dans 2 jours, on a le CPI, donc on a les chiffres sur l'inflation. Ok. Et jeudi, on a encore d'autres informations sur le chômage. Il y a la Banque Centrale Européenne aussi qui parle. On n'a pas calendrier. Il est à jour notre calendrier économique ou pas? Jeudi, tu as Monetary Policy Statements. Donc, ouais, tu l'as en fait, c'est ce truc qui est déjà fait ici. CPI, du coup, c'est l'inflation. Et si tu scrolls, pour le 12, tu as justement voilà, Initial Jobless Claims. Donc, tu as le chômage. Tu as Fed's Balance Sheet. Au-dessus, et t'as d'autres trucs qui sont liés à ça. Moi, je suis aussi sur Forex Factory où j'ai d'autres données. Mais voilà quoi. Tout ça, enfin, cette semaine, on a du long. Ouais.
Et ben on va surveiller tout ça. Et t'as le FOMC la semaine prochaine. Et puis on espère que les nouvelles sont plutôt bonnes en attendant tout ce qui nous arrive, parce que je pense qu'honnêtement, là, avec Token 2049, la conférence, on va apprendre quelques trucs. Avec le Solana Breakpoint, côté Solana, on va voir beaucoup de choses. Après, les élections américaines, c'est quand très exactement, élections? Novembre, non? Novembre, ouais, mais pour être précis. Genre 20 novembre, je dirais, à Vinay. Ok, 5 novembre. 5 novembre. Et lui, 17 novembre. Bon, ça doit être... ça doit être... Ou peut-être que ça se fait sur plusieurs jours. J'avoue que ça peut être intéressant de se renseigner un petit peu plus à ce sujet-là. Liam dit le 7. Ok. Donc je pense que ça se confirmera le 7. Demain, apparemment, il y a le débat Harris-Trump. Ça, j'étais pas au courant. Ah oui, là, ça va être intéressant. Des informations intéressantes dans le chat. Merci les potes. Putain, ok. Alors là, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Ça va envoyer des TikTok là. Hein. Putain. Ok. Bon, en tout cas, on espère que l'inflation va continuer de baisser, que les taux vont baisser, que les nouvelles seront bonnes, mais que les baisses seront pas trop agressives pour que les gens se sentent pas choqués par l'information. Donc, on peut s'attendre peut-être à une baisse de 0,25%. Et affaire à suivre. Ensuite, donc, Fondation Ethereum. Souvenez-vous, il y a 2 ou 3 émissions, même plus. Je vous disais que on avait appris que la Fondation Ethereum avait une dépense à peu près annuelle de l'ordre de 100 millions de dollars. Et on était en mode, bon, ça fait beaucoup d'argent, on sait que ça bosse, mais on était un peu curieux quand même. Et donc, il y a eu un communiqué, je t'ai passé au travers, là, fin août, qui expliquait que on va avoir un rapport de l'Ethereum Foundation bientôt. Il est prévu avant la conférence DevCon de novembre à Bangkok, en Thaïlande. Et du coup, on aura beaucoup plus de détails. Mais déjà, on nous donne pas mal de détails en réalité. On a donc le détail des dépenses des années d'avant, où on était plus sur du 40 millions ou 60 millions. Donc là, les dépenses, elles ont augmenté. Ensuite, ils nous disent les dépenses internes. On a de quoi? Bah, les dépenses, elles ont doublé, quoi. Ouais, les dépenses ont doublé. C'est énorme, quoi. Bien sûr, bien sûr. Parce que ça arrose. En fait, déjà, tu as plus de clients, tu vois. Donc, client get, langage Solidity. Après, on a de la conférence. Ça, je sais même pas ce que c'est, Next Billion, etc. Donc, il y a beaucoup de subventions de toutes sortes. Pour de la recherche aussi. Ensuite, on peut avoir un peu un détail de tout ce qui a été arrosé d'argent. Ouais. Donc c'est sympa d'ailleurs, ça permet de voir un petit peu ce qui se passe aussi, tu vois, ETH Boston, etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'événements qui sont arrosés. ETH Boston, ETH Cape Town, tu vois, je crois que c'est en Afrique du Sud, ETH Dam, etc. Donc beaucoup d'événementiels pour tout simplement éduquer sur le cas d'Ethereum, pousser aussi des développements. Donc c'est vrai que quand tu cumules tout ça, ça peut aller vite, je pense. Des 100 000 balles par-ci, 100 000 balles par-là. Beaucoup de masse salariale, beaucoup de projets qui ont été grantés. Voilà, on peut voir notamment L2Bit. Tu vois, qui est granté. Decentralization Research, Nomic Foundation, etc. Donc, on aura ces détails, je pense, en octobre-novembre, et ce sera intéressant de voir comment ça se fait. J'ai bien aimé la justification, en tout cas, alors pas dans ce thread Twitter-là, mais dans un autre, où ils expliquaient que, voilà, Ethereum essaie de financer des trucs un peu niche aussi, mais qui peuvent être cool et intéressants pour Ethereum. Souvent, ça va être des Layer 2, des applications, etc. Et puis, quand c'est vraiment, vraiment bien, ça peut être reporté potentiellement sur le Layer 1 Ethereum. Et d'ailleurs, je pense qu'on parle un peu plus en détail de ça juste après sur la partie fonda. Voilà, on a des nouvelles de Telegram aussi qui a modifié, on va dire discrètement, sa politique de modération. En gros, tous les chats de Telegram et les chats de groupe sont privés entre les participants. Nous ne traitons pas les demandes qui sont liées. Mais s'il y a une demande de la part d'un gouvernement ou autre, eux, ils peuvent les traiter. Vous pouvez aussi reporter les messages, etc. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, en gros, ils ont supprimé cette fameuse phrase de les chats privés, etc. Mais derrière, ils se sont rejustifiés pour dire vos chats restent privés. Jusqu'à présent, on supprimait déjà plein de comptes, etc., etc. Donc, je pense juste qu'ils se bordent un petit peu du point de vue légal parce qu'ils vont en prendre plein la gueule bientôt. Parce que pour le moment, le gouvernement a arrêté le CEO de Telegram. Ils n'ont pas attaqué Telegram. Tu vois. Je pense que déjà, ils veulent le faire sortir de là où il est, c'est-à-dire de France. Ouais. Et je pense que, voilà, on a eu une justification du créateur de Telegram qui disait, 99,999% des utilisateurs sont OK, ne font pas de bêtises, mais on en a une toute petite partie qui font des bêtises. Et si on les laisse faire des bêtises, c'est toute la plateforme et tous les utilisateurs qui sont à risque. Donc, ils ont enlevé la fonctionnalité de géolocalisation, tu vois, People Nearby, qui était apparemment utilisée par très très peu de personnes. Il y a un système Business Nearby aussi qui va arriver.
Donc bon, Surtout, il a fait un communiqué. Il a fait un communiqué, je sais pas si t'as le tweet. Si, je vais te le retrouver. Alors, j'ai pas le tweet, mais tu m'as envoyé ça tout à l'heure. Donc, de nos confrères Cryptos qui ont couvert l'information. En gros, il aurait pris la parole sur son arrestation. Et il nous dit que, voilà, en gros, bon, il y a toujours des choses qui ont été faites. Ils ont supprimé plein de contenus qui sont pas bons. Que c'était pas forcément intelligent de s'attaquer à Pavel Durov alors qu'ils auraient pu directement s'attaquer à Telegram. Qu'il y a des points à améliorer. Mais je pense qu'il n'est pas très inquiété. Pavel Durov, voilà, je pense qu'il va donner quelques sous, il va faire quelques concessions et fin de l'histoire. Mais pour ce qui est du ressenti des utilisateurs vis-à-vis de Telegram, bon bah voilà, Telegram ça a toujours été un peu la plateforme en mode c'est moins la boîte à censure, c'est moins l'usine à backdoor des gouvernements aussi, ils sont moins de mèche avec les gouvernements, donc ça donnait un sentiment de sécurité pour certaines entreprises. Et je pense que ce sentiment va un petit peu shifter, que les gens vont peut-être s'intéresser à d'autres réseaux type Signal, et encore je sais même pas si Signal c'est le mieux, ou utiliser des solutions auto-hébergées, inviter les gens sur des trucs comme ça. Et je pense que ça changera rien. Je sais pas. Dans l'immédiat, je pense aussi. Je pense que d'un point de vue UX, Telegram c'est tellement bien. Et en fait, le truc c'est que ça a aucun intérêt d'utiliser une alternative si t'as personne de l'autre côté qui l'utilise. L'intérêt d'un réseau, c'est qu'il y ait du monde dessus et que genre dès que tu veux rentrer en contact avec quelqu'un, cette personne utilise ce réseau-là. Donc c'est pour ça que c'est très difficile de percer avec un réseau social, quoi. Absolument. Mais bon, si le besoin en est, parce qu'on sent que ça sent le roussi, la rotation se fera progressivement, mais sûrement. Imaginons, on perd Telegram, on a quoi ? Après, des solutions, on me demande ça dans le chat, des solutions alternatives, il y en a plein, mais souvent, c'est des trucs à héberger vous-même, c'est pas des solutions ultra mainstream. Signal, ou alors, t'as Nostr. C'est le meilleur, non ? Signal, c'est pas mal. Signal, c'est pas mal, effectivement. On a Nostr, tout ce qui va être hébergé sur Nostr. Tu vois, protocole qui a le pouvoir de remplacer Twitter, Telegram, etc. Oui, non, mais personne n'utilise pour le moment. C'est... Pour le moment, ouais. Bah, c'est un système clé privée, clé publique. Donc, les gens, ils préfèrent avoir un compte ou mettre leur numéro de téléphone. Je crois qu'il y a pas mal de gens en politique qui utilisent Signal, non ? Je sais pas du tout. Enfin, c'est ce que je ferais, moi. SimpleX, on me dit. Je connais pas. Ouais. Bon, affaire à suivre. En tout cas, dans mon entourage, personne n'utilise Signal. Hein. Généralement, les gens, c'est Telegram ou on reste sur du WhatsApp à l'ancienne. Ensuite, dans les news toujours, on a apparemment CZ Binance, l'ancien CEO, qui serait interdit à vie, avec de grandes guillemets, d'avoir des responsabilités chez Binance. Alors je pense que quand il veut dire responsabilité chez Binance, c'est plutôt un poste chez Binance, mais ça reste quand même un actionnaire de l'entreprise. Donc en réalité, comme ils le disent très bien, en tant qu'actionnaire, il va regarder les performances de l'entreprise. Si les choses ne sont pas à la hauteur de ses attentes, en tant qu'investisseur, il a le droit de remplacer, de nommer un nouveau conseil d'administration, PDG, etc. En gros, il décide du pantin, quoi. Donc, pour quelqu'un qui a pas trop de responsabilités chez Binance... Il choisit la personne qui a des responsabilités, quoi. Ouais, au final, ça change pas grand-chose. Je crois qu'il a une énorme partie de Binance, un peu comme SBF avait une énorme partie de FTX et Alameda. C'est possible. Bah déjà... Je crois que c'est gigantesque. Hein, parce qu'en fait, de ce que j'ai compris, même... il avait beaucoup trop de choses à son nom et ça empêchait d'avancer d'un point de vue régulation dans certaines juridictions, quoi. Ok. J'avoue que je n'ai pas les détails. C'est ce que je peux dire. Je n'ai pas les détails sur ça, mais on me demande dans le chat est-ce qu'il est sorti de prison. Je ne crois pas, mais aux dernières nouvelles, il était rentré vers mai. Donc je pense qu'il va sortir dans pas longtemps là, parce que c'était 4 mois de mémoire. Donc on va réavoir de ces nouvelles d'ici quelques temps. Et ce sera intéressant de voir d'ailleurs quel impact ça peut avoir sur le marché, si ça en a. Mais je pense que ça peut en avoir. On passe maintenant aux fondamentaux. Alors, je vais enchaîner parce qu'il y a plein de trucs stylés. Et j'ai pas envie de parler à chaque fois pendant 15 heures d'un truc. On va se faire un petit condensé. Donc déjà, on a Fedez Interne qui est un des Twitter autour de l'entreprise Class Lambda, qui est une entreprise spécialisée en cryptographie qui bosse avec beaucoup de projets de l'écosystème, principalement des Layer 2, je dirais, type zkSync, Starkware, etc. Eux, ils bossent sur l'intégration de Kero natif. Donc, on vous en parlait dans la vidéo Starknet, qui a été faite par 0xSegri. L'idée, c'est quoi ? C'est que, pour le moment, quand tu écris un programme informatique sur Starknet, tu l'écris avec le langage Kero, et ensuite, tu as une espèce d'étape de transition de ce langage en langage machine qui est compris par la machine et qui est exécuté par la machine. Et donc là, en fait, ils font de l'optimisation dans la partie intermédiaire de transition du langage pour que ça aille plus vite. Et donc, ça aura un impact direct sur les transactions par seconde parce que le code va s'exécuter plus vite, il va s'exécuter mieux. Et potentiellement, ça baisserait les frais aussi. Et donc là, pour le moment, ils font des benchmarks. Ça veut dire qu'ils n'ont pas testé avec
tous les smart contracts de Starkware. Ils ont testé avec des trucs qui sont utilisés, probablement des swaps, des pots liquidités, etc. Et ils sont sur un niveau d'optimisation qui va entre 1,5 et 18 fois plus vite. Et il dit, en moyenne, on est sur du 5 fois plus vite entre Cairo Native et Cairo VM. Alors, est-ce que ça veut dire que Starknet va aller 5 fois plus vite grâce à ça ? Non, mais ça peut dire que ça peut aller jusqu'à 5 fois plus vite en fonction de l'exécution qui va s'en faire. En sachant qu'il y a peu de temps, Starkware a intégré la parallélisation des transactions en se basant sur les travaux d'Aptos avec BlockSTM. On est sur du 100 à 400 transactions par seconde théorique. Là, je pense qu'avec ça, on va pouvoir atteindre les 1000 transactions par seconde sur Starkware avant l'année 2025, s'il y a de la demande en face, bien sûr. Il faut savoir que pour le moment, Starknet est, je crois, le seul layer 2 qui intègre de la parallélisation des transactions dans ce sens, mais je ne veux pas dire de bêtises parce qu'il me semble que Arbitrum, ça pulse aussi. Et du coup, plutôt cool. Et je vous invite vraiment à regarder les travaux de Lambda Class si vous aimez bien la tech. Leur GitHub, par exemple, parce que, comme dit, ils sont sur plein de projets. Du coup, ça en fait le L2 qui se base sur des preuves à divulgation le plus performant. C'est ça, c'est le Validity Rollup L2 le plus performant. Le plus performant. C'est ça. Pour le moment, après, il se passe des trucs chez Scroll, etc. Et je pense que beaucoup vont intégrer aussi de la parallélisation des transactions. Et pour ce qui est de zk-Sync, ça bosse aussi. D'ailleurs, on a toujours cette même entreprise, Lambda Class, qui nous explique un petit peu ses travaux. Là, en fait, en ce moment, ce qu'ils sont en train de faire, c'est que, si tu veux, quand tu vas sur le GitHub de zk-Sync, tu peux voir machine virtuelle RAVM. Et donc, ce GitHub et d'autres documentations documentent plus ou moins bien le fonctionnement interne de la machine virtuelle de zk-Sync. Et là où c'est intéressant dans leur article, c'est qu'ils expliquent que même si c'est brandé zk-EVM, donc tu te dis, ça fonctionne comme la machine virtuelle Ethereum, basta, en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et apparemment, même des fois, tu as des opcodes qui sont un petit peu différents, donc c'est zk-EVM pour le marketing, mais c'est peut-être chiant parfois pour les développeurs de reporter un contrat de l'EVM à zk-Sync. Je mets des guillemets, je suis pas dev, je vous dis ça comme j'ai compris l'article. Si jamais, petite annotation, on m'a dit oui pour l'interview du founder, du créateur de zk-Sync. Stylé. Donc, on va voir. J'ai pas beaucoup de dispo sur septembre vu qu'on va beaucoup voyager. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui se fera. Bon, c'est bien, on aura d'autres sons de cloche. De même avec Hondo Finance. Je vais essayer d'avoir Fuel VM, moi. Parce qu'on avait bossé avec Fuel et j'aimerais bien voir si je peux avoir quelqu'un de chez Fuel pour avoir un petit peu de concurrence. On vous parle beaucoup de Starknet, on bosse avec eux, on apprécie Abdel, etc. Mais ça peut être bien de couvrir les autres. Et là, j'ai des points d'entrée intéressants. Donc du coup, zk-Sync, même chose. Ils sont en train de comprendre la machine virtuelle actuelle. Et je pense qu'ils vont bosser sur une intégration différente de la VM de zk-Sync dans le but d'avoir après une VM qui est potentiellement beaucoup plus performante que celle de zk-Sync. Et c'est pour ça que j'adore les travaux de Lambda Class d'optimisation parce que ça permet de faire avancer les choses. D'ailleurs, toujours vis-à-vis de zk-Sync, apparemment, il y a eu un petit peu de licenciement de 16% du personnel. Ensuite, pour vous parler d'un autre layer 2, il y a Fuel qui n'a pas sorti son jeton. Alors Fuel, je tiens à vous le préciser, on avait fait un article de présentation à l'époque. Bon là, je sais même pas écrire le nom du site. Qui est donc un article sponsorisé, on vous explique tout. Donc eux, l'idée, c'est pour embrasser la narrative modulaire, ils se sont concentrés sur un layer 2 vraiment optimisé pour l'exécution, donc les performances en fait. Et c'est pour ça que ça a été pensé un petit peu en même temps que Celestia. On va poster des données chez Ethereum, on va en poster chez Celestia, et nous, on va se préoccuper uniquement de la performance. Et donc, ils ont sorti pas mal de choses récemment. Ils sont toujours en testnet, donc je pense qu'il y a potentiellement un airdrop à croquer pour ceux qui sont vraiment à fond sur cet écosystème. Il faut savoir que c'est une machine virtuelle spéciale, c'est pas de l'EVM, donc il faut un wallet dédié à Fuel pour l'utiliser. Et donc, ils ont repris des travaux de Bitcoin avec le modèle UTXO pour les systèmes de compte, de transactions, etc. Ils ont repris un petit peu des idées de Solana par-ci, je crois d'Aptos par-là, non, de la MoveVM, donc Aptos suit, le but étant de vraiment pousser le truc à outrance. Et donc ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que déjà ils disent, dans leur benchmark, ils arrivent à 12 000 transactions par seconde par cœur. Donc en sachant qu'on a des PC qui sont capables aujourd'hui d'avoir 16, 32, jusqu'à 256 cœurs sur un même PC
en mettant 2 processeurs 128 cœurs sur une même carte mère. Si tu fais le calcul, 12 000 fois 256, tu as plus de 3 millions de transactions par seconde. Alors bien sûr, c'est un benchmark, il faut voir dans la réalité ce que ça donne, mais eux, ils ont vraiment poussé leurs travaux sur la parallélisation, pour du multicœur, pour les performances, etc. Donc potentiellement, une alternative encore différente aux travaux de Solana, Sui et Aptos, avec une machine virtuelle différente, un langage de programmation différent, mais qui permettrait d'avoir vraiment des performances de fou. On n'a pas de vision par contre sur la finalité des transactions, donc l'avenir nous dira ce que ça va donner, mais je vous conseille quand même de suivre cet écosystème qui a au moins le don d'essayer de faire les choses différemment et de faire avancer les choses. Ensuite, on va parler d'un autre layer 2, c'est Taiko, très rapidement. Donc Taiko qui est ce qu'on appelle un based rollup, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand vous regardez les principaux rollups, comme Arbitrum, Base, Optimism, Starknet, etc., ils ont souvent un séquenceur qui est centralisé, dont on ne connaît pas le hardware, donc le matériel pour faire tourner ce séquenceur. Et donc, ils vont aller dans le sens de la décentralisation progressivement, mais pour le moment, ils ont leur propre blockchain, leur propre liquidité, leur propre écosystème. Ce que propose Taiko, c'est un base rollup, c'est-à-dire au lieu d'avoir leur propre séquenceur centralisé, eh bien en fait, ils proposent à n'importe quel validateur sur Ethereum, donc sur le Layer 1 Ethereum s'il le souhaite, d'être validateur sur Ether et sur Taiko, ce qui permet déjà d'éviter la fragmentation des liquidités. C'est ça le principe de base rollup, dans les grandes lignes. Et donc, eux, ce qu'ils souhaitent faire, en fait, c'est déjà de pousser cette logique de based rollup, qui pour eux est supérieure sur certains points par rapport aux autres qui essaient d'être sur un modèle centralisé, mais aussi de pousser la recherche pour améliorer le Layer 1 Ethereum, ou faire en sorte qu'un Layer 2 Ethereum puisse peut-être aussi apporter de la valeur au Layer 1, mais de manière différente. Donc, ils ont parlé de boosted rollup, de trucs comme ça. J'ai pas encore lu à fond à ce sujet-là. Mais là aussi, on est en face d'un écosystème qui essaie de faire les choses différemment avec de l'EVM. Niveau écosystème, en l'état, rien de ouf, qu'on se le dise. À mon humble avis, hein. Je sais que la TVL ne fait pas tout. Mais bon, pour le moment, c'est pas exceptionnel. Et pour ce qui est des fonds levés, il me semble qu'ils avaient quand même bien levé, les coquins. Je regarde, ils avaient levé 37 millions. Ouais. Ça avait levé 37 millions. Donc, n'hésitez pas à regarder Fuel, n'hésitez pas à regarder Taiko. Pour ce qui est de Celestia, donc là, ils nous ont fait un article de blog sur la roadmap. Je le fais dans les grandes lignes. Ils vont appliquer énormément d'optimisation au niveau de leur layer pour pousser les performances. Je crois qu'aujourd'hui, on est sur des blocs de 2 mégas toutes les 12 secondes, quelque chose comme ça. Pour ce qui est de Celestia, ils veulent avoir des blocs absolument gigantesques, donc ils vont augmenter la taille des blocs progressivement, ce qui va leur permettre du coup à terme de pouvoir faire passer beaucoup plus de données dans les blocs pour ceux qui veulent de la data availability. Pourquoi je pense qu'ils postent cet article-là? Parce qu'il y a la concurrence en face. On a EigenDA, on a Avail, et on a même Near, d'ailleurs, NearDA, même si ça marche pas trop. Et du coup, s'ils veulent maintenir un petit peu ce côté king de la modularité, du data availability layer, etc., il va falloir qu'ils poussent les performances de Celestia. Donc, on a une overview de la roadmap. C'est très technique, donc je vous passe les détails, mais progressivement, ça va se faire. Et pour ce qui est du prix du Celestia, souvenez-vous que le Celestia avait été listé autour des $2, je crois, au moment de l'airdrop. Ouais. On était monté jusqu'à $20 de mémoire au top, 20,85$. Aujourd'hui, tu vois, on est à $4. Donc ça a bien fondu. Il y a des gens qui ont pu s'en procurer pour du 1 centime, 10 centimes et $1 dans les investisseurs. Voilà. Comment pricer cette information, je ne sais pas. Par contre, moi, je vous avoue que même si là, tout de suite, on voit qu'il n'y a pas trop d'usage par rapport à un prime sur les crypto-monnaies, je pense que cette narrative de la data availability a énormément d'avenir. Tant qu'Ethereum existera. Elle est très utile, mais est-ce qu'elle va vraiment générer du revenu? Tu vois, c'est ça. Parce qu'en fait, plus on va avancer dans le temps, plus le stockage de la donnée va coûter de moins en moins cher, plus ça va être performant, plus ça va être efficient. Et du coup, la question, c'est est-ce que Celestia feront beaucoup plus d'argent parce qu'il y aura beaucoup plus de demande, même s'ils récoltent moins de frais, moins de revenus par mégabit stocké? Genre, est-ce que ça augmentera genre, la demande pour ça? Je sais pas trop non plus. Donc, si on voit par le prisme des revenus, j'avoue que j'ai un petit doute. Mais au même titre que Solana, tu vois, comme on nous le disait dans les émissions précédentes, entre l'inflation d'un côté et les revenus de l'autre, il y a un décalage complet. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça marche aussi. Et on investit un peu sur le côté hype, le côté utile. Donc, est-ce que Celestia est utile? Oui. Est-ce qu'il a des concurrents de taille? Oui. Mais Celestia, c'est un peu le premier. Et ça, les gens
s'en souviennent. Pour ce qui est de l'usage, bah, pour le moment, Egundi, on voit pas trop. Donc, on va attendre de voir quand Egundi va passer en mainnet, que ce sera listé sur différents sites. On verra quels projets vont chez qui et pourquoi. Et puis, on essaiera de presser l'information en fonction. Mais j'avoue que Celestia, au-delà des airdrops, ça peut donner quelque chose. Ensuite, on va parler de Sui, et plus précisément, cette fois, de SuiPlay, qui est la console de jeu lancée par Sui. Alors ça, j'ai pas du tout suivi. Hein. Et bah justement, tu me connais, j'aime beaucoup ces sujets-là, donc j'ai passé plus de temps. C'est la PSP. C'est la PS Vita, ouais. Non, en gros, l'idée c'est quoi ? L'idée c'est de faire une console pour pousser le gaming et pas arriver en pétant les couilles à tout le monde avec ouais, je joue à mes jeux Web 3, ils sont trop bien mes jeux Web 3, alors qu'on sait tous que les 99% sont flingués. Ça me fait chier de le dire, hein, mais c'est la vérité. Non, l'idée c'est de leur proposer leur jeu d'habituel, mélanger une expérience Web 3, de ma compréhension. Donc il y a des informations très intéressantes à tirer de ce projet-là. Bon. On est sur une console à 600 balles. Déjà, c'est hors de prix. Le hardware est pas nul, hein, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se disent putain, 600 balles une console qui ne sort pas de l'ordinaire, tu vois, par rapport à un Steam Deck, etc. J'y viens. Qui sort pas de l'ordinaire par rapport à un Steam Deck, etc. Bon, voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, il y aura potentiellement des airdrops par rapport à cette console. Ensuite, bon, bah, c'est soutenu par Sui. C'est une première initiative pour essayer de sortir de l'ordinaire. Et cette console, elle tourne sur un système d'exploitation spécifique qui s'appelle Playtron. Et c'est là où ça devient intéressant. Playtron, en gros, le projet, c'est quoi ? C'est de faire un système d'exploitation basé sur Linux, comme d'hab souvent, mais qui est capable de faire tourner des jeux et des applications Windows. Donc, si tu veux, depuis une bonne dizaine d'années, il y a eu un nombre incalculable de travaux pour pouvoir pousser le gaming sur Linux. Moi, c'est quelque chose que je suis pas mal en réalité. Par exemple, si tu veux, quand tu joues à un jeu sur Windows, souvent tu utilises DirectX pour le moteur graphique, enfin pour le rendu graphique, qui est une exclusivité de Windows. Mais tu as des travaux qui te permettent, par exemple, de changer tes fichiers DirectX pour mettre des fichiers Vulkan ou OpenGL, qui sont des API pour le coup open source et qui fonctionnent sur Mac et sur Linux, et donc de faire tourner tes jeux sur ces API-là. Bah eux, c'est ce qu'ils font, tu vois. Donc, en gros, l'idée, c'est que tu puisses connecter ton compte Steam, ton compte Epic Games, ton compte GOG, et probablement faire des partenariats avec Hyperplay, ou peut-être Elixir, ça j'en sais rien, mais Hyperplay, c'est du sûr, puisqu'ils en parlent sur leur site. Hyperplay, c'est un concurrent d'Ultra, Elixir, etc. C'est un launcher de jeux Web3. Et donc, tu peux voir dans les investisseurs de Playtron, hein, pas de la console, hein, de Playtron, on a Polychain, Circle, qu'on connaît, Miston Labs, qui est la boîte derrière Sui, et on a aussi, depuis peu, Square Enix, qui est un gros studio de jeux vidéo. Pour ceux qui connaissent pas Square Enix, c'est Final Fantasy, Kingdom Hearts, anciennement, je crois, Tomb Raider, parce que ça a été revendu à Eidos, etc. Donc, on a des gens qui sont assez brillants, et ils participent beaucoup à la communauté open source. En gros, pour vous, je vais rentrer un petit peu dans les détails techniques, mais vous allez comprendre. En gros, si vous voulez, toutes ces consoles ou même les derniers Mac ou votre téléphone mobile tournent sur un processeur ARM. C'est des processeurs qui consomment très peu, qui chauffent très peu, mais du coup qui nécessitent d'avoir des programmes qui fonctionnent sur une architecture ARM. Et donc en fait, tu as des émulateurs qui te permettent de faire fonctionner des logiciels classiques qu'on connaît pour Windows, donc du x86 pour les processeurs AMD et Intel qu'on connaît bien, sur architecture ARM. Donc, tu as des pertes de performance, tu as potentiellement des bugs, mais donc l'idée, c'est de pouvoir rendre compatibles des applications qui ne l'étaient pas sur des architectures ARM. Et donc, ils se sont bien inspirés de ce qui se passe dans l'écosystème. On parle dans le chat, par exemple, de la console Asus ROG Ally, qui a plus ou moins bien marché, tu vois. Le concept, c'est toujours le même, c'est que tu as en gros un système d'exploitation avec la possibilité de connecter ton compte Steam ou autre, d'installer tes jeux, de les lancer, ça fonctionne direct avec ta manette, si tu veux tu mets un casque Bluetooth, etc. etc. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? Bah, c'est que déjà beaucoup d'investisseurs crypto sur ce projet. Ensuite, Playtron, est-ce que le système d'exploitation va marcher plus que ça ? Je ne sais pas. La Steam Deck de Linux, il fait son petit bout de chemin. Il y a de plus en plus de gens qui jouent sous Linux, beaucoup plus qu'avant. Je crois qu'on est à 4,6% des gamers Steam qui jouent sous Linux. Et du coup, je pense qu'il va essayer de
de pousser ça pour se dire voilà, l'adoption massive des cryptos, ça se fait aussi par le gaming. Nous, on a un bon consensus, on a des bonnes performances, des bons partenaires. On va essayer de pousser cette initiative et on va essayer d'onboarder des jeux qui se construisent du coup sur l'écosystème Sui ou peut-être Aptos Sui. Donc faites vos jeux. Pour ce qui est vraiment du hardware pur et dur, moi je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est. Par contre, comme dit, il y a peut-être un play à jouer avec des futurs airdrops. Donc peut-être que tu peux partiellement ou totalement te rembourser avec des airdrops futurs. La console, elle sortira à la première moitié de 2025 et on verra ce que ça va donner. En tout cas, moi, je suis ça avec pas mal d'attention. J'ai d'ailleurs regardé une petite vidéo qui parlait de Playtron aujourd'hui, parce que si tu veux, le Playtron OS est disponible en alpha depuis quelques jours seulement. C'est une usine à bugs. Pour le moment, c'est un cauchemar. Ça marche à peu près, la compatibilité avec les manettes, mais c'est vraiment une usine à bugs. Il y a beaucoup de jeux qui se lancent et qui crashent direct. Tu dois très souvent connecter ton email et ton mot de passe de tes comptes, donc tu as aussi un petit peu la peur pour certains de se dire ouais, ils peuvent pirater mon compte, etc. Surtout pour un truc un peu crypto natif, tu vois, ça la fout un peu mal. Donc, regardez ça avec curiosité, mais je dirais peut-être hâtivement que c'est mal parti. Voilà, c'est mal parti et on verra ce que ça va donner. Ouais. Non, mais en fait, c'est super niche. C'est super niche. Enfin, je pense pas que tu peux en attendre quelque chose de gigantesque. Enfin, c'est une industrie, tu peux pas la changer comme ça du jour au lendemain, quoi. Enfin, si même Steam galère, pour les autres acteurs, c'est encore plus difficile, quoi. C'est exactement comme ça que je le vois. Ça veut pas dire que c'est mort, mais c'est juste que pour le moment, rien de révolutionnaire. Des consoles portables de ce style, il y en a plein. Ça tourne sur les mêmes outils, avec des niveaux de prix plus ou moins intéressants. Mais tu vois, personnellement, si je devais choisir entre une console Asus Razer et une console Sui, j'irais chez Asus et Razer. Voilà, qu'on se le dise. Surtout que là, ils ont mis un écran, c'est une dalle IPS, alors que chez la concurrence, tu peux avoir des dalles OLED. Mais surtout et à part sur la luminosité, les mecs du gaming n'aiment pas la crypto. Enfin, il y en a beaucoup qui ont la crypto, quoi. Donc c'est risqué. Après, voilà, ça leur fait un petit coup de com'. Ça leur fait un petit coup de com' intéressant. Ensuite, on a Avalanche, alors ça j'en parle rapidement, qui ont poussé une mise à jour qui apparemment permettra à n'importe qui de pouvoir lancer rapidement des chaînes. L'idée, je pense, c'est de transformer Avalanche comme un layer... Putain, il veut pas charger, le copain. L'idée, c'est, je pense, de proposer un Avalanche qui pourrait devenir un Data Availability Layer aussi, parce qu'ils ont un bon consensus, et que... avec un modèle comme ça, on peut se retrouver avec des transactions beaucoup moins chères. J'avais partagé un article à ce sujet à l'époque. Est-ce que ça va prendre ? Je sais pas. Honnêtement, Avalanche, j'aime pas Fade. Mais là, c'est vrai qu'en ce moment, niveau écosystème Avalanche, à part le gaming, j'ai rien qui m'intéresse plus que ça. Et maintenant, j'aimerais vous parler d'Aptos, parce que sur Aptos, par contre, ça bouge de ouf. Et je pense que c'est la partie la plus intéressante de cette émission. Mais c'est un peu technique. Donc, je vais vous demander d'être bien accroché. Ce monsieur Alexander Spiegelman, j'espère que je le dis correctement, avait partagé en juin 2024 un papier sur le consensus Shoal++. Donc si vous voulez, en ce moment, Sui et Aptos se font la guéguerre de qui va proposer le consensus le plus optimisé pour justement une adoption massive. Donc je vais vous faire un petit zoom sur tout ça. Donc Shoal, c'était Aptos. Bullshark, je crois que c'est l'ancien consensus de Sui, et Mysticity, c'est le nouveau consensus de Sui qui est sorti en juillet 2024. Et donc, comment on peut lire cette information ? En fait, ce que vous pouvez voir, c'est que, par exemple, sur les consensus Shoal et Mysticity, tant qu'on est en dessous des 100 000 transactions par seconde, on arrive à maintenir une finalité des transactions pure en dessous de la seconde, ou à 1 seconde 5, 2 secondes. Mais dès que la charge elle commence à augmenter très fort, tu vois que la latence elle se met à exploser. C'était encore bien pire sur les consensus d'avant. Et donc pourquoi ça nous intéresse ? Parce que honnêtement, personne dans l'écosystème, à ma connaissance, n'arrive à tenir une telle charge avec une latence aussi basse. Pas Avalanche, pas Cosmos, etc., etc. Mais c'est des benchmarks, donc après il faut voir dans la réalité ce que ça va donner. Et donc les deux écosystèmes, Sui et Aptos, se font la guéguerre pour optimiser encore plus leur consensus. Donc comme je vous ai dit, Mysticity c'est sorti en juillet 2024 je crois. Shoal++, c'est sorti en juin. Et là en fait, Aptos, ils ont annoncé Raptor, qui est un nouveau consensus. Alors, on n'a pas de détails encore sur le fonctionnement de ce consensus, mais les gars, ils y vont grosse couille. En gros, ils nous disent, voilà, en 2021, on a eu Narwhal et Tusk, donc c'était l'ancien consensus d'Aptos. Après, il y a eu Bullshark, donc pour Sui, je crois. Ensuite, on a Shoal pour Aptos, Shoal++ pour Aptos, et là, on a Raptor.
Et donc l'idée c'est quoi ? C'est d'être capable de maintenir constamment du 100 000 ou 200 000 transactions par seconde facile avec une latence en dessous de la seconde. Pourquoi ? Parce qu'ils font des optimisations au niveau du consensus et aussi ils vont très probablement, un peu dans la même lignée que Solana et les nouveaux projets, imposer des validateurs avec je ne sais combien de processeurs sur leur machine. Tu vois, par exemple, là il dit, je pense que dans un futur très proche, des machines avec 256 cœurs deviendront le standard. Donc c'est énorme, parce que dis-toi, sur Ether, on est sur du 4 cœurs, sur du Monad, Solana et compagnie, on va jusqu'à 16 cœurs. Là, ça parle tout de suite du 256 cœurs. Donc ce serait vraiment des machines qui coûtent, je sais pas moi, 50 000 balles, 100 000 balles à l'année, tu vois, pour faire tourner un validateur ou un séquenceur. Mais du coup, derrière, les performances pour les utilisateurs, elles sont là. Donc, pour ce qui est de la décentralisation, on en revient toujours à ce débat-là. Je me vois mal voir une blockchain avec 10 000 validateurs avec des machines qui coûtent 5 000 balles chacune, tu vois. Mais par contre, ça peut pulser grave. Et comme je disais dans ce tweet-là, AMD sort tous les ans des nouveaux processeurs. L'an dernier, ils ont sorti des processeurs 128 cœurs. Donc l'idée d'un cœur, c'est quoi ? C'est que votre processeur physique de votre ordinateur ou votre téléphone, peu importe, on y applique des tâches dessus. Ok, par exemple, fait tourner Windows, le driver de ma souris, de mon clavier, etc., etc. Et en fait, on va répartir ces tâches sur les différents cœurs du processeur. Et donc, plus il y a de cœurs, plus on va pouvoir étaler les tâches sur un grand nombre de cœurs. Et pendant très très longtemps, l'informatique, on était soit sur du monocœur, soit du 2 à 4 cœurs. Et AMD pousse vraiment pour du multicœur. Et ce qui était... Pourquoi l'informatique, ça n'a pas été plutôt comme ça avec plus de cœurs ? C'est que souvent, plus tu rajoutes de cœurs, et plus tu as de latence entre les cœurs. Sauf que là, on commence à réduire la problématique de la latence entre les cœurs. Et donc, le monde va aller de plus en plus dans le sens de la parallélisation, que ce soit l'informatique traditionnelle et le Web3. Et donc, je pense que ce fameux consensus Raptor va être un banger. On va avoir des nouvelles dans les jours qui suivent. Ils nous ont également parlé de BlockSTM2, qui est la technologie de parallélisation des transactions d'Aptos. Donc, il faut du travail au niveau du consensus et il faut du travail au niveau de l'exécution. Et ces travaux, en toute logique, vont être repris par différents Layer 1, différents Layer 2, et pas forcément des Layer 2 ou des Layer 1 qui utilisent Move. Donc ça va profiter à Ethereum, puisque de toute façon, Ethereum, tu peux faire tourner la machine virtuelle que tu veux, la blockchain que tu veux sur un Layer 2 d'Ethereum. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, ça va arriver très vite. Et donc en résumé, vous l'avez vu dans cette émission, parce que je parle beaucoup, on a Fuel qui pousse les performances au max pour la parallélisation, Starknet aussi, qui intègre BlockSTM et qui intégrera du coup BlockSTM2. On a d'autres projets d'ailleurs qui utilisent cette techno de parallélisation. Tu vois, on a ce tweet-là qui nous dit que Polygon, C-Network, Flow et Monad utilisent le BlockSTM. Tout le monde va reprendre ses travaux, très probablement. Et ça va faire que je pense que les fameuses 1000 transactions secondes, 10 000 transactions secondes, on va vraiment les voir dès 2025. Donc, est-ce qu'il y aura la demande en face ? Je ne sais pas, mais les applications n'auront plus aucune excuse. On n'aura pas des frais qui seront exorbitants. Elles vont être obligées de se batailler sur différents nouveaux business models pour générer du revenu et faire venir les utilisateurs. En gros, il y a aussi la problématique de genre combien ça va te coûter pour pouvoir valider la chaîne, quoi. Et du coup, c'est... En fait, je pense qu'ils se disent que le coût de ces machines-là pour faire tourner à cette perf-là, genre, c'est pas très grave parce que, genre, à moyen long terme, tous les coûts d'acquisition de ces matériels-là vont baisser, quoi. Absolument. Et puis, si t'as pas 256 cœurs et que t'en as que 64, c'est déjà énorme, en fait. C'est le travail, quoi. C'est déjà énorme. Mais du coup, c'est l'enjeu d'avoir de la performance, mais en même temps d'avoir une certaine décentralisation, parce qu'autrement, autant faire tourner un gros truc dans le Web 2 et c'est aussi performant, quoi. Du coup, si tu arrives à avoir une très forte performance en ayant une certaine décentralisation avec un matos qui coûte pas si cher, ou en tout cas qui est accessible pour des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de validateurs, et que un mec un peu pointu puisse faire tourner le truc à la maison potentiellement, ou voilà. Pourquoi pas ? Après, est-ce que on sera capable de valider ces chaînes-là avec du matos maison ou pas, enfin pas trop cher ? C'est un peu ça l'enjeu de ce que je comprends aussi, non ? Ouais, c'est ça, mais de toute façon, tu verras que... Mais c'est le bête de Solana. Pareil, Solana, ils disent c'est pas trop un problème parce que dans le temps, en fait, tout va coûter tellement moins cher que en fait, l'infra qui semble insurmontable aujourd'hui à avoir pour faire tourner sur la Solana sera ridicule d'ici quelques années, ou en tout cas, ce sera beaucoup plus accessible, quoi. Regarde, tu prends De ma compréhension, hein, je suis pas le gars du fondant encore une fois, mais c'est ce que j'en comprends, quoi.
Ouais, je mets une carte mère qui est pas trop dégueu en Wi-Fi, c'est juste pour le délire, tu vois. Pour le délire, pour te dire qu'aujourd'hui, déjà, Monad qui nous annonce du 10 000 transactions par seconde en imposant que du 16 cœurs et 32 Go de RAM et un SSD. Là, je fais pas un serveur, on va dire vraiment spé serveur, je fais un PC gamer. Mais... Même sur AWS, je pense que genre ça coûte pas grand chose par mois à faire tourner, non? Ouais, 400 balles par mois. 400 balles par mois, je dirais. Mais là, tu vois, je fais tout en maison. Donc, vas-y, je mets un petit SSD M2. Le boîtier, t'es même pas obligé d'avoir un boîtier en réalité. Mais du coup, ce que vous dites, Capet, c'est qu'en soi, la problématique de performance qu'on a depuis des années en crypto, elle est en train de se résoudre de plus en plus, en tout cas qu'on avance genre grandement. J'ai l'impression qu'il y a vraiment, ça fait vraiment un an que genre on avance à toute berzingue. Beaucoup plus qu'il y a 2-3 ans. Oui. Après, il y a 2-3 ans, tu vas me dire, il y a 3-4 ans, c'était le début de Solana, quoi. Il n'y avait pas tout ce pognon. Donc, et aussi. Et pas tout ce pognon. Et c'est aussi beau de voir que, bah, genre, les mecs qui sont, donc le Head of Research de Aptos Labs que tu montrais, en soi, ils contribuent aussi au développement, genre, d'autres L1 et d'autres L2 techniquement, quoi, fondamentalement, yes. quoi. Et là, tu vois, donc, j'ai une machine, j'ai pas mis de... Ouais, il faudrait un ventilateur, allez, si vous voulez, un petit ventilateur Arctic. Histoire de dire. J'ai une machine à 900 balles, parce qu'il n'y a pas besoin de carte graphique. Tu vois, ils ne demandent pas de carte graphique, tout passe sur des processeurs, de la RAM, du SSD, et il faut bien entendu une connexion Internet. Bon. 100 mégas symétriques, dans de nombreux pays, c'est 30 balles. 50 balles par mois, 30 à 50 balles par mois. Là, je suis sur des prix français. Si tu te sers en Allemagne, tu peux encore baisser un petit peu. Si tu es une entreprise, tu peux en plus faire sauter la TVA, mais bon, voilà. Grande louche. Techniquement, tu peux valider pour... Toi, personnellement, tu peux valider pour 900 balles. C'est ça. Avec une machine de 900 balles et un abonnement à 50 balles par mois. Ce que je comprends. Voilà, de la décentralisation. Plus de la décentralisation pour un coût fixe à 900 balles, c'est pas non plus un truc de dingue. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en plus, ce qui va se passer, c'est que, tu vois, un processeur, il a une certaine finesse de gravure. Je sais plus si on est sur du 3 ou du 4 nanomètres actuellement. 7 nanomètres, pardon. Mais plus cette finesse de gravure, elle va baisser, plus en fait, sur un même espace, on va pouvoir mettre des cœurs et donc paralléliser à mort. Et tu vois, aujourd'hui, le standard pour un PC gamer chez AMD, c'est de mettre pour le haut de gamme du 16 cœurs. Parce qu'en fait, très souvent, les jeux, ils utilisent 6 cœurs grand max. Et après, quand tu veux du 128 cœurs, c'est des processeurs de serveur qui vont coûter, je sais pas, moi, 15 000, 20 000 balles. Je sais même pas, en fait, en réalité. Mais c'est pas non plus un truc de dingue. Après, c'est de l'optimisation. C'est juste que je pense vraiment que là, les 1000 ou 10 000 transactions par seconde, on va les avoir vite fait, bien fait chez tout le monde. Donc maintenant, il faut des bonnes applications et onboarder des normies, c'est ça? C'est ça. C'est ça, exactement. Et prouver que cette infrastructure est au service de quelque chose d'utile. Et puis, tu vois, tout le monde se fait des passes D. C'est déjà utile en soi, mais c'est juste que... Tout le monde se fait des passes. De choses dessus, quoi. Tu as Injective qui a une blockchain de l'écosystème Cosmos qui baisse son block time aussi. On passe à 650 millisecondes de block time et ils se disent capables d'aller jusqu'à 25 000 transactions par seconde. Ils utilisent le même moteur de consensus que sur Cosmos, DYDX, etc. Exactement. Donc, c'est-à-dire que avec des optimisations aussi sur Cosmos, on est sur de la théorie, parce que dans la pratique, on n'a jamais vu Injective taper du 25 000. Mais là, c'est pareil. Les fameuses 1000 et quelques transactions par seconde, on y arrive. J'ai lu dans la doc de DYDX qu'eux, ils ont fait des benchmarks assez violents. Pour le moment, ils sont plus sur du 1500 transactions par seconde. Mais c'est déjà énorme. On n'a jamais poussé DYDX à avoir 1500 transactions par seconde. Et pourtant, il y en a du volume sur DYDX. Si je fais Artemis dans Perpetual, donc on a Hyperliquid, Jupiter, etc. On a quand même pas mal de volume. Au final, si on s'intéresse à la tech derrière ces projets, Hyperliquid se base sur les travaux de Sui Aptos. Ils l'ont dit, c'est basé sur du hot stuff. Jupiter, du coup, c'est basé sur Solana. DYDX, c'est basé sur les travaux de Cosmos. AllStation, je connais pas du tout. Et Apex, je sais plus si c'est un layer 2. C'est un layer 2 StarkEx. Je crois que c'est un StarkEx, donc c'est basé sur les travaux de Starknet. Mais les anciens, du coup. Comme DYDX V3, voilà, c'est un StarkEx. Donc, ouais, j'ai beaucoup parlé de tech. On a aussi, le Matic qui est devenu Paul. Et c'est intéressant de voir que quand tu vas sur CoinGecko, t'as les deux encore. Quand tu regardes le Matic, t'as une charte qui dure depuis mai 2019. Quand tu regardes le nouveau, l'historique ne sera que du 29. Pourtant, il me semble qu'on parle de la même chose. Donc je comprends pas trop. Classico-classique.
Classico-classique. Voilà, j'ai terminé sur le bourrage de crâne. Vous avez tous les liens en description des choses utiles que j'ai présentées. Si vous nous écoutez sur YouTube, n'hésitez pas encore une fois à liker, vous abonner. Et je vous propose d'enchaîner avec Monsieur Picsou sur la partie analyse technique, qui va nous donner un peu d'opium, je l'espère, par les temps difficiles. Je l'espère aussi. Du coup, où est-ce qu'on en est sur le marché actuellement? Du coup, comme j'expliquais, je sais plus si c'est la semaine dernière ou ouais, celle d'avant, on a clôturé au-dessus du niveau de support mensuel en bleu que j'ai indiqué ici. Donc pour l'instant, tout roule. On a aussi au passage sur cette mèche-là retesté Reload Zone et les 38% de retracement de toute la hausse. Donc là, pour moi, on est un peu dans un no man's land, pour faire simple. Donc je vais juste vous expliquer un peu le graphique que vous avez sous les yeux. Donc en rouge, la borne haute du précédent range dans lequel on était. En vert, la précédente borne basse du range dans lequel on était. En bleu, le niveau mensuel dont je parle très régulièrement. Et en vert, pour moi, l'autre niveau weekly qui s'en rapproche, enfin qui se rapproche de la zone à laquelle on est, et qui est une zone sur laquelle on a trouvé de la résistance historiquement et sur laquelle on a trouvé de la résistance avant la dernière phase d'accélération au nord jusqu'aux 74 000 $ en soi. Pourquoi je vous dis qu'on est dans une sorte de no man's land? Alors, bon, il y a beaucoup de choses qui sont affichées, hein, mais pour vous faire simple, en gros, pour moi, entre... d'un point de vue daily weekly, pour moi, il n'y a pas grand-chose entre les 62 000 et les 52 000. Si on regarde ici, en soi, on a du coup cette ancienne borne basse ici, sur laquelle on avait un niveau qui était clé, qui était clairement visible. Mais entre ce niveau ici et ce niveau ici, pour moi, on n'a pas grand-chose. Si ce n'est peut-être un autre niveau weekly qui se confond avec le niveau mensuel bleu. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'entre ce niveau bleu et ce niveau vert ici, on n'a absolument rien. Donc, en soi, pour moi, à très court terme, on est un peu dans une zone où on ne sait pas trop ce qu'on fait. Ce qui, moi, en tout cas, ressort, c'est que, en fait, on est évidemment en train de défendre ce low ici pour derrière réaliser un higher low et derrière espérer retourner cette tendance baissière qui est définie par des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas en weekly. Mais pour le moment, on est encore une fois dans une phase d'hésitation où, en fait, on est toujours dans une tendance baissière en weekly. En mensuel, techniquement, on a clôturé au-dessus d'un niveau qui est clé. Mais en même temps, voilà, quand tu zoomes un peu plus, en fait, pour l'instant, on n'a que de la faiblesse. Donc, moi, sincèrement, actuellement, je vais être honnête, hein, je ne fais rien. Je ne fais strictement rien. Pourquoi? Parce que, en fait, pour moi, être bearish ici, est-ce que j'ai vraiment envie d'être bearish ici pour viser plus bas? Oui. Mais on a quand même été chassé une zone assez intéressante. D'un point de vue order flow sur BTC, on est en funding négatif avec un open interest qui explose. Donc est-ce que j'ai nécessairement envie d'être short ici? On peut shorter pour faire de la continuation, mais est-ce que shorter c'est pas plus intéressant un peu plus haut, notamment pour défendre ce sommet et avoir une localisation qui est un peu plus idéale? Donc en soi, pour moi, on est à la fois d'un point de vue long, pour moi, on est dans une zone où c'est de l'anticipation du fait qu'on va récupérer les 60 000 ou les 62 000 et donc récupérer la bande basse du range en weekly et le niveau mensuel à peu près des 58-60 000 $. Mais ça reste de l'anticipation. Alors, il y avait peut-être un move à faire pour essayer de défendre justement ce low et donc jouer un higher low et surtout défendre d'une certaine manière ce canal baissier, ce canal descendant, dans lequel on est depuis un certain moment. Je vais peut-être grossir les traits pour que vous puissiez le voir de manière un peu plus évidente. Hop, excusez-moi. Voilà, ce canal, il ressemble à ça. Donc, on l'a retesté à nouveau. Je pense qu'on peut même... Voilà, comme ça. On a retesté son bas, mais est-ce que j'ai envie de trader un canal descendant? Est-ce que j'ai envie de long à l'aveugle pour un higher low? Pourquoi pas? Moi, personnellement, je vous avoue que ça m'intéresse pas. Le seul truc qui, moi, pourrait m'intéresser, comme je vous l'expliquais, ce serait que, en fait, en weekly et en mensuel, on commence à clôturer au-dessus des 59 000 $. Pour moi, c'est la grosse étape. Et idéalement, au-dessus des 62 000 $ ensuite. Ce que j'ai expliqué ici en orange, c'est que le orange, pour moi, c'était le niveau au-dessus duquel on pouvait être un peu plus optimiste. Je l'avais défini, je crois, lorsqu'on était ici, dans l'espoir qu'on le récupère ici pour avoir une confirmation. Mais tant que c'était pas le cas, en vrai, on pouvait pousser plus bas. Pour le coup, on a poussé plus bas. Et donc maintenant, tout ce que je fais, c'est je patiente, en fait. Je patiente. Je pense que dans ces phases-là, le plus important, c'est de dézoomer et de regarder sur de la grosse time frame, parce que si en petit time frame, c'est pas du n'importe quoi, mais vous n'avez pas un esprit clair, un biais qui est clair, dans ce cas-là, le mieux, c'est de dézoomer. Et moi, tout ce que je vois, c'est que pour l'instant, on défend ce précédent all-time high ici en tant que support. On est en dessous, mais pour l'instant, on mèche.
Et pour l'instant, en mensuel, voilà, on n'a pas clôturé en dessous, on est toujours sur une bougie qui est en cours. Donc, franchement, voilà, moi j'ai un biais qui est aussi en monthly, en weekly. Pour l'instant, le biais est toujours baissier. En daily, le biais est toujours en soi baissier. Si on regarde sur les EMA, on est baissier sur la majorité des time frames, sauf sur le mensuel et le 2 semaines. Donc, et encore. Donc, moi, personnellement, je patiente, je fais absolument rien. Je pense sincèrement que c'est le mieux à faire. Je pense que je pourrais intervenir si jamais on avait un dip qui était peut-être un peu plus prononcé. Typiquement, si on commençait à avoir, je sais pas, un dip à nouveau sous ce lot, pourquoi pas sur BTC, pour retester, par exemple, cette grosse zone ici, sur laquelle on a buté au moment des ETF, donc typiquement les 44 000 $. Donc si jamais on a un truc qui chauffe en dessous ici, pourquoi pas acheter. Donc potentiellement plus de panique, dans l'espoir derrière de préserver les 38%. Donc ça peut être une option. Ou tout simplement attendre quand on récupère ce niveau en mensuel et bid en attendant aussi une confirmation en weekly. Mais pour l'instant, franchement, les gars, il n'y a pas grand-chose à faire. Ce que j'attends, c'est soit de la force au nord pour derrière avoir davantage de conviction que c'était le lot et derrière me projeter et surtout avoir une inversion de la structure weekly qui consisterait à faire un creux plus haut que le précédent ici et surtout un sommet plus haut que le précédent. Donc ici, puisque là on fait que des sommets de plus en plus bas. Donc tant qu'on n'est pas dans une phase genre soit vraiment d'exagération encore une fois à la baisse ou de signes de force qui sont un peu plus importants, notamment pour récupérer ce niveau en mensuel, en fait, je fais rien. Je fais rien et je pense que sincèrement, c'est le mieux pour ma santé mentale et probablement pour vous aussi. Ça n'empêche que j'ai toujours un biais positif sur le marché d'un point de vue moyen-long terme. Sinon, je garderais toujours, enfin, je garderais pas mes BTC. Mais pour l'instant, c'est un petit peu ce que je vois. Pareil sur Ethereum, sincèrement, je suis assez surpris. Je suis assez surpris qu'on perde ce niveau ici des 2500 $. Je m'attendais à ce qu'on mèche en dessous et qu'on le récupère assez rapidement. Pour le coup, ce niveau, c'était un niveau de support par le passé, un niveau de résistance ici, et on l'avait retesté en tant que support ici. Tout ce qu'on a fait pour l'instant, c'est qu'on l'a retesté en tant que résistance, donc avec cette petite mèche, ce rebond. Et on a clôturé bien en dessous pour dip et avoir un lot qui se rapproche très fortement du premier lot qu'on avait fait sur cette grosse panique initiale. Donc, autant en daily et en weekly, je me dis qu'on peut pousser encore un peu plus bas. Autant quand je dézoome et que je regarde en mensuel et que je me rends compte qu'on a notre reload zone acheteuse de toute la hausse ici, dans cette zone, et qu'on a un niveau horizontal qui est pour moi le plus clean sur le graphique autour des 2000 $, autant j'ai pas envie de jouer des shorts. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que, en gros, je suis bull sur Ether et sur BTC accessoirement, mais avec de la réserve. Mais ce que je veux dire, c'est que, est-ce que j'ai envie de short, typiquement pour chercher ça, sur Ether? Est-ce que j'ai vraiment envie de shorter potentiellement pour cette dernière phase de baisse, parce qu'après sinon on va à zéro globalement. En vrai, non. Donc je me dis qu'on peut facilement aller chercher sous ce lot, avoir peut-être cette dernière capitulation pour derrière retester des niveaux de prix ultra conséquents. Parce qu'en vrai, ce niveau des 2000 $, on l'a effleuré. Pour moi, c'est comme si on l'avait retesté, mais on peut encore gratter en dessous pour aller chercher cette reload zone, etc. Ça changerait pas grand-chose. Mais est-ce que en même temps, j'ai une conviction genre de 80 ou 90% qu'on aille chasser ces deux lots? Pas forcément, surtout quand je regarde BTC. Quand je regarde BTC, j'ai pas de conviction ultra forte que le lot est in, mais c'est une possibilité. Du coup, de ce fait-là, sur Ether, c'est difficile d'avoir une conviction super forte qu'on va chercher les lots, alors que sur BTC, pas nécessairement. Donc en fait, moi, ma conviction, c'est que sur Ether, on est proche d'une zone long terme qui m'intéresse et que je cherche pas du tout à short. Tout ce que je cherche dans cette zone ici, c'est des achats. Pour moi, il n'y a rien d'autre à faire que chercher des achats sur Ether dans cette zone ici. Je vois pas l'intérêt de chercher autre chose. Je vois pas l'intérêt de chercher des ventes sur un support mensuel sur Ether. Je vois pas l'intérêt de chercher des ventes sur Ether alors qu'on est aussi sur un niveau mensuel sur la paire BTC. Donc ça veut pas dire que Ether est fort, mais c'est juste que si je dézoome et que je regarde les zones stratégiques que j'ai envie de recharger sur un cycle, en fait, cette zone des 1800 à 2000 $, globalement, pour moi, c'est la zone ultime. Pour moi, c'est une des zones ultimes. Donc, c'est pour ça que je ne cherche pas à short. Si on va plus bas, c'est très bien. Ça me donnera l'occasion d'en racheter plus.
ou de me leverager à la hausse ou quoi que ce soit. Mais je m'emballe pas et je cherche pas à shorter, surtout après une correction de 50%. Sur BTC, je suis un peu dans la même philosophie, dans le même état d'esprit, sauf qu'en fait sur BTC, on a beaucoup moins corrigé. Et donc le potentiel de retracement sur BTC est plus important. Mais en même temps, on a les ETF, on a une vraie demande sur les ETF. Et voilà, donc sincèrement, sur Ether, on est dans la zone de rechargement de toute cette hausse ici. On a frôlé la zone de rechargement de toute la hausse depuis le début de ce cycle. Donc pour moi, ça, c'est impossible à short. On cherche que des achats pour jouer en rebond, voire en all-time high. Sur BTC, on a de la faiblesse. Mais pour l'instant, on clôture pas mensuel sous ce niveau-là. C'est pas la fin du monde, on a retesté juste les 38% de retracement de toute la hausse. Donc voilà, moi je préfère être patient et si jamais on a un signe de force, un truc qui va dans mon sens, pourquoi pas. Et comme j'expliquais, pour moi, récupérer les 59 000 $ en mensuel, ce serait une bonne première étape. Et récupérer les 60 000 $, 61 000 $ en weekly, ce serait une deuxième bonne étape. Tant qu'on n'en est pas là, j'attends soit beaucoup plus bas, soit des confirmations justement plus haut. Donc voilà pour BTC Ether. Comme vous l'aurez compris, on a justement eu aussi un dernier push baissier récemment, en tout cas un push baissier, parce que du côté du S&P, donc les indices américains, on a corrigé. Comme j'expliquais à Capet tout à l'heure, je cherche pas nécessairement des explications à ce dump. Je pense que si on en cherche, on en trouverait forcément. Juste que en fait, on est monté en ligne droite. Sur cette correction, on a aussi rebondi en mode tout droit. Et en fait, on s'est approché du dernier all-time high en fait. Donc c'était une zone probablement stratégique à défendre pour les vendeurs. Donc voilà, j'exclus pas qu'on ait une correction qui soit un peu plus profonde encore sur le S&P. Je suis pas un expert du S&P, mais cette zone ici me semble vraiment assez intéressante. C'est la zone de rechargement de toute cette hausse et c'est un niveau horizontal qui est clair ici en weekly. Donc pour moi, on peut pousser plus bas, ce qui laisse justement davantage de potentiel à la baisse sur BTC et le reste. Donc c'est pour ça que je me jette pas trop, c'est que d'un point de vue indice et tout, genre il y a largement la place pour davantage corriger. En même temps, d'un point de vue crypto, je sais pas si vous regardez un petit peu l'order flow, donc ce qui se passe d'un point de vue dérivé. On a un open interest, donc par rapport à la taille des positions en nombre de BTC et donc pas en dollars. On a un nombre de positions qui est assez grand. Sincèrement, on se rapproche même du nombre de positions qu'on avait avant l'immense correction qu'on avait eue ici, la grande correction des 70 000 aux 49 000 $. Donc on s'en rapproche, on a plutôt un gros open interest, je dirais. Et surtout, ça fait quelques jours que de manière consécutive, on a un funding qui est négatif en fait. Donc là, le sentiment de marché est vraiment négatif. On a un open interest qui explose avec un sentiment négatif. Et comme j'expliquais, pour moi, sur Ether et sur BTC, on a retest des niveaux qui sont assez importants. Donc, pour moi, c'est encore une fois impossible de short. Peut-être que, voilà, je suis dans le déni ou quoi que ce soit, mais pour moi, encore une fois, c'est impossible de short. Et donc, comme je l'expliquais auparavant, ce que je fais pour l'instant, c'est patienter. Je hold mes BTC. Et j'essaye de... Là, j'ai des positions en long sur BTC Ether, mais en petite taille. Donc, je risque pas grand-chose dessus. Et derrière, je cherche justement le bon moment, comme je vous expliquais, pour re-augmenter cette taille de position, pour me leverager et pour viser une poursuite à la hausse suite à 7 mois quasiment de correction ou en tout cas de consolidation. Du côté de Solana, on est toujours dans notre range entre les 126 $ et les 184 $. Rien n'a changé. C'est la je sais pas combienième fois qu'on reteste la bande basse, en tout cas ce niveau de support ici autour des 125 $. Est-ce qu'on peut avoir un rebond? Pour moi, largement. Il y a largement la place, surtout quand on voit BTC, etc. Est-ce que j'ai envie de bid Solana après qu'il ait retesté 40 000 fois ce niveau de support? Sincèrement, non. Donc, sincèrement, Solana, ça m'intéresse pas trop. Comme je vous l'expliquais, personnellement, sur Solana, vu la longueur de la consolidation et la localisation, pour moi, il y a un potentiel de retracement qui est bien plus important, ce qui fait que du coup, je préfère largement patienter et soit acheter justement cette cassure à la hausse parce que vu que la consolidation elle est longue, on peut avoir une expansion qui est bien longue et du coup l'upside il est tout aussi intéressant même si on essaie de le capturer à partir d'un prix plus haut. Soit j'attends une correction qui est un peu plus profonde et du coup pour moi ce serait probablement une correction sous les 100 $, voire sous les 90 $ pour derrière retester ce niveau mensuel ici qui est assez intéressant et qui correspond à cette zone de rechargement. En fait je me dis que si tu as une consolidation qui est aussi longue, le minimum que tu peux attendre d'une cassure de cette consolidation, si c'est par le bas, c'est des prix assez c'est des prix bien plus bas, quoi. J'ai du mal à croire que cette consolidation, elle amène à une sorte de... Il y a un mec dans le chat, il dit Picsou, tu dis de la D, je suis long sol. Comment je vais dormir maintenant?
Je suis désolé, frérot. Mais non, je suis pas particulièrement bear Solana. Ce que je veux dire par là, c'est que franchement, je sens pas l'envie de long absolument tout de suite maintenant. Je préfère largement long un peu plus haut ou attendre des prix drastiquement en dessous. Mais juste, ça fait 4000 fois qu'on reteste ce support-là et j'ai pas envie de l'acheter. Donc voilà. Donc, résumé. Je cherche pas à short Ether, même s'il montre. Pour moi, c'est une zone long terme et je ne chercherai pas à short, mais que des achats entre les $1 800 et globalement maintenant. Sur BTC, on a eu une correction qui me semble tout à fait normale pour l'instant, avec un retracement, avec un retracement qui va jusqu'au 38% ici de toute la hausse de ce cycle. Et pour l'instant, une clôture monthly qui mèche sous le niveau mensuel, mais qui n'est pas perdue. Donc, je n'irai pas, encore une fois, short. Ça m'intéresse pas, même si on peut aller bien plus bas. Et Solana, encore une fois, ça fait 4000 fois qu'on reteste ce niveau ici. Donc, je préfère ne rien faire. Je préfère attendre soit des prix drastiquement inférieurs, soit une cassure claire par le haut avec un retest clean, ou quelque chose de sympa, mais pour l'instant, je ne sens pas le besoin de me jeter sur le marché et sur Solana. Ce que je sais par contre, c'est que vu la gueule de l'open interest, les funding, etc., les choses peuvent bouger très très vite sur le marché. Des choses que je voulais vous montrer aussi qui me paraissent assez intéressantes, c'est ici en vert, donc c'est le cumul des entrées et des sorties sur les ETF Bitcoin. Donc en fait, globalement, historiquement, on n'a fait que faire rentrer plus de cash en fait dans les ETF. Donc plus la courbe monte, plus ça veut dire qu'il y a de l'argent qui est rentré dans BTC via les ETF. Plus la courbe baisse, plus il y a d'argent qui sort de ces ETF en fait. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a une sorte de divergence où en fait, on a de plus en plus de BTC qui rentrent dans les ETF, mais un BTC qui fait des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Donc on a une tendance haussière sur l'argent frais dans les ETF, en tout cas la somme que contient les ETF, mais sur justement le prix d'un point de vue weekly, on a une tendance baissière. Donc ça montre une divergence qui est assez intéressante. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est qui vend face à cette pression acheteuse d'un point de vue TradFi en fait. Donc voilà, j'ai pas de réponse à cette question. Je sais pas si c'est des gens qui cherchent à se couvrir. Je sais pas si c'est des grosses mains qui ont juste en fait capturé énormément d'upside et qui se disent que c'est un bon prix pour vendre. Mais dans tous les cas, ça montre vraiment qu'il y a une sorte d'asymétrie entre le prix et la demande pour BTC d'un point de vue. Ce que j'ai vu aussi, c'est que en fait, j'ai fait le même graphe pour Ethereum. Et ce qu'on voit, c'est que en fait, depuis le début, en fait, on n'a pas d'argent qui rentre dans les ETF Ethereum. Donc, ce que je vous ai montré en fait en soi, c'est une superposition de ce graphe ici, donc vert ici, qui fait le cumul de ce qu'il y a dans les ETF Bitcoin. Donc, si je l'ai superposé à un graph TradingView. Donc ça, c'est pour BTC. Et ça, c'est pour Ether. Et on voit sur Ether qu'il n'y a toujours pas d'argent qui rentre dans les ETF. C'est catastrophique. Je vois que des putains de zéros. C'est chaud, ça. Rouge. Donc c'est vraiment affolant. Si on regarde depuis le début sur Grayscale, sur l'ETF Ethereum de Grayscale, il y a plus de 2,7 milliards de dollars qui sont sortis. Et overall, évidemment, il y a de l'argent qui est rentré via BlackRock, via l'ETF Fidelity, Bitwise, etc. Mais on n'a que 2,1 milliards de pression acheteuse face à 2,7 plus ou moins de pression vendeuse, ce qui nous amène à un total de moins 568 millions de dollars depuis le lancement des ETF Ethereum. Donc, les gens ne veulent pas d'Ether, gros. En fait, si on regarde, techniquement, les instituts veulent de l'Ether. Parce que si tu exclues Grayscale, tu vois quand même qu'il y a beaucoup d'argent qui est rentré dans... Okay. Enfin, tu as de l'argent qui est rentré dans ces ETF. Alors, évidemment, c'est moins que sur BTC, mais tu as quand même une certaine demande, quoi. C'est juste qu'en fait, Grayscale nous casse la gueule. Et que, en fait, quand on avait cette pression vendeuse, ou en tout cas, cet argent qui sortait des ETF Grayscale sur BTC, c'était fortement compensé par des inflows qui étaient gigantesques sur les ETF Bitcoin, donc sur l'ETF BlackRock, Fidelity, Bitwise, etc. Chose qu'on voit pas du tout. Parce qu'en fait, si tu vois, depuis le début, ici en gris, sur les ETF Bitcoin, on a aussi une baisse qui est ultra violente. Et d'ailleurs, si on regarde d'un point de vue sortie, on est sur à peu près le même rythme de sortie des ETF Grayscale BTC que sur ce qui se passe sur Ether. Donc c'est juste qu'en fait, il n'y a juste pas eu une demande ahurissante comparée à ce qu'on a eu J'ai une question de Goldman, du coup, parce que c'est vrai que c'est pas un sujet que je pousse à fond. Pourquoi il y a des gens qui vendent Grayscale pour autre chose et pourquoi on n'est pas déjà à zéro depuis longtemps Comment tu expliques ces données-là pour BTC et pour Ether? Ah non, mais là, en gros, l'argent qui sort de l'ETF Grayscale, c'est des gens qui sortent l'argent qu'ils avaient mis dedans via le trust Grayscale, en fait. Vu que, en gros, l'ETF Grayscale aujourd'hui sur BTC Ethereum, en fait, était précédemment un trust
Et en fait, du coup, il a été converti. Et en fait, ce qui se passait, c'est que tu avais une sorte d'arbitrage qui était évident sur ces trusts-là, parce qu'en fait, genre, il y avait un gap entre le réel prix d'Ethereum et de BTC et le prix implicite sur le trust. Et en fait, sur le trust, on avait du BTC ou de l'Ethereum qui était 20, 30, 40, 50% moins cher parce que les gens doutaient de la solvabilité de Grayscale et du trust. Du coup, de ce fait-là, en fait, ils ont joué cet arbitrage et maintenant qu'ils ont les ETF, en fait, ils peuvent décaisser facilement, quoi. Chose qu'ils ne pouvaient pas faire avec le trust parce que avec des frais, mais en soi ça va. Enfin, par rapport à la taille de l'arbitrage, c'est tenable. Mais du coup, il y a des gens qui peuvent se dire bon, je garde, j'ai pas envie de payer de frais, je suis bien dans ce trust. Parce que là, on est encore à 40% qui n'ont pas été décaissés, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais du coup, en fait, j'ai du mal à estimer dans ces ETF Grayscale quel est l'argent propre de Grayscale, quel est l'argent d'investisseurs externes et parmi ces investisseurs externes, qui est dedans en fait. Donc j'aurais tendance à dire que les gens... Mais il y a de l'argent propre de Grayscale, parce que je dirais qu'il n'y en a pas, et que les 40% ce serait que des investisseurs de Grayscale, non? Tu penses qu'une boîte comme Grayscale n'a pas de Bitcoin et d'Ether? Ça me semble un peu... Ouais, c'est vrai. Ce que tu... donc voilà. Donc pour l'instant, en fait, ce que ça nous montre, c'est que en fait, il y a le seul vrai intérêt qu'on a d'un point de vue ETF, c'est BTC. Dernièrement, on a eu des sorties, on va pas se mentir. Si tu regardes depuis le 21 août, on a eu surtout des sorties, surtout ces derniers jours. Mais voilà, si tu dézoomes, ça va. Et d'un point de vue Ether, il y a juste zéro demande. Donc je trouvais ça assez intéressant de faire un point sur ça. Mais moi, ce qui me choque encore une fois, c'est le pessimisme qu'il y a sur BTC, sur Ether, etc. Et surtout le fait qu'on se maintienne dans des fundings négatifs depuis un bon moment, quoi. Ça fait extrêmement longtemps qu'on n'avait pas vu des fundings négatifs de manière aussi prolongée. La dernière fois que ça arrivait de manière assez prolongée, on avait des fundings qui étaient négatifs durablement, au moins pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. C'était avant Serenity. Alors, est-ce que c'est comparable? Bon, voilà, chacun se laisse sa liberté de pensée et d'interprétation. On peut aussi très bien dire que ces phases-là, on les a eues avant un run ici et avant un run baissier ici. Donc, enfin... Voilà, mais je trouve ça assez intéressant de voir que l'open interest est en train de partir en couille. Enfin, en tout cas, qu'on a vraiment une augmentation de l'open interest, donc l'augmentation des positions ouvertes sur les dérivés. Là, c'est vraiment, ça commence à être conséquent. On a quasiment autant de positions ouvertes que lorsqu'on était ici en nombre de BTC, puisqu'en dollars, forcément, le prix a baissé, donc les positions représentent moins de valeur. Donc ça, c'est en dollars. Mais en termes de coin, on est quand même assez haut. Tout ça avec un funding négatif. Donc voilà, moi j'irai pas me placer short, ça n'engage que moi. Et voilà. Et c'est quelque chose qu'on voit un peu moins sur Ether. Sur Ether, l'open interest s'envole beaucoup moins que sur BTC. Et le funding est moins négatif. Il est d'ailleurs relativement neutre, voire légèrement positif sur Ether. Et sur Solana, par contre, ça m'a vraiment surpris. C'est que proche du bottom récent, on était quasiment à un funding de moins 10% annualisé. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous étiez payé 10% annualisé de long Ether, long Solana. Donc, évidemment, c'est pas quelque chose qui a duré longtemps, mais ça vous montre à quel point il y a eu un certain pessimisme. Et la dernière fois qu'on a vu des fundings qui étaient aussi bas, c'était quand Solana était à 18$, tu vois. Donc voilà. Donc, je hold mes cryptos, je patiente. Lorsque j'aurai vraiment des gros signes de force, je serai prêt à augmenter encore plus mon exposition. Mais pour l'instant, je reste tranquille. Voilà, on peut être exposé au pire, mais en même temps, je me vois mal avoir zéro exposition au marché, alors que Ether a corrigé de 50%, que BTC aussi a corrigé d'une trentaine de pourcents, et que tous les fundings sont 33% tu vois, quand même sur BTC, et que les fundings sont négatifs. Donc pour moi, c'est hors de question d'avoir zéro exposition. Et donc voilà. Donc sincèrement, c'est pas, comme je l'expliquais, j'ai pas de biais ultra fort à court terme. Encore une fois, on a un mix avec un monthly qui est bullish, un weekly qui est bearish, un daily qui est choppy, voire bearish. Donc compliqué. D'un point de vue... en ce qui concerne les choses qui sortent un peu du lot, pour moi, Tao, comme j'expliquais, il faut vraiment qu'on casse cette résistance ici pour se dire, ok, on passe d'un environnement où on fait des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas à un environnement où on fait des creux de plus en plus haut et possiblement des sommets de plus en plus haut pour derrière inverser la dynamique et accélérer la hausse. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il me faut d'un point de vue Tao. Donc vraiment, je surveille cette zone. Si jamais on la casse, je pense que je me positionnerai en weekly.
Du côté de Telegram, on voit aussi que ça se réveille. On avait justement ces lots à aller chasser, on les a chassés. On a profité pour retester la reload zone acheteuse, donc 61-78% de retracement de toute la hausse récente. Donc voilà, j'en ai pas spécifiquement acheté récemment, mais voilà, en tout cas, tonne qui se débrouille. Pareil, Fête, je te disais que je surveillais, ça me semble assez intéressant. On a retesté le précédent all-time high. On réutilise cette zone en tant que support. Tout va bien pour le moment. Je pense qu'on peut avoir davantage de compression, davantage de consolidation, mais voilà, ça fait partie des cryptos que je surveille parce que pour moi, la narrative IA n'est pas morte. Non. Je pense qu'on aura tôt ou tard un regain d'intérêt sur le marché et je pense que tôt ou tard, ça repassera par une sorte d'emballement sur certaines narratives. Dans la narrative qu'on a à notre disposition, on a quoi? On a Zepin, Real World Assets, IA, genre les cash machines un peu, comme les stablecoins, comme genre les plateformes de trading, de lending, de borrowing, etc. Et après, on aura peut-être des narratifs qu'on n'a pas vu venir, mais voilà. Sinon, quoi d'autre? Franchement, pas grand-chose. Hein. Stark, je le trouvais intéressant, notamment parce que je l'ai trouvé relativement fort face BTC très dernièrement, parce qu'en fait, on avait un BTC qui dumpait, un Starknet qui pumpait, donc un Stark qui pumpait. Et là, pour moi, on est en train de retester un niveau qui est assez intéressant en daily. Bon, à voir comment vous dessinez la zone, mais pour moi, globalement, la zone, c'est ça. Hein. Pour moi, cette zone a été assez intéressante. Donc, tant qu'elle est défendue, tant qu'on est au-dessus de cette zone, je pense qu'on peut avoir un bottom court terme sur Stark et vraiment run. On a toujours un AAV qui s'enflamme, hein. AAV qui est vraiment fort en fait, hein. Qui est vraiment fort, qui a souffert l'entièreté du cycle et qui maintenant commence à se réveiller. Et après, sinon, sincèrement, le reste c'est un peu caca. Hein. Voilà à peu près ce que je regardais moi. T'as regardé Sui? Parce qu'il a bien performé non. cette semaine. En vrai, pour moi, on est toujours loin de quelque chose de grandiose. Enfin, je suppose qu'il y a des gens qui vont voulu défendre ce lot et du coup défendre cette zone ici. Mais ça a été timé avec la news du nouveau consensus. Ouais. Moi, ce graphe, honnêtement, ça m'excite pas. Peut-être que j'ai tort, hein, mais pour moi, c'est un peu la même chose que Aptos aussi. C'est des trucs qui ont un peu tous la même gueule. Aptos, peut-être un peu mieux. Après, t'as Sei aussi. Ces trucs-là ont tellement retracé, c'est infernal. C'est infernal. On me dit get Sol ETH. Sol ETH, ouais. Sol ETH, ça pump. En fait, tout simplement parce que Ether est faible. Hein. On le voit encore sur la paire contre BTC, c'est encore faible. La question, c'est quand est-ce que Ether va réussir à se réveiller. Pour l'instant, c'est dur. Mais encore une fois, en dollars ou même en paire BTC, pour moi, c'est impossible d'être bearish sur un support. Une fois qu'on l'aura perdu, je dis pas, hein, mais pour l'instant, c'est impossible pour moi. Mais du coup, en vrai, cette faiblesse d'Ether, je trouve qu'elle s'entend par ce qu'on dit dans la dernière vidéo en fait sur YouTube, sur Coin Academy, où en fait on explique que en soi, d'un point de vue data availability, en fait Ethereum, ça va coûter de moins en moins cher de stocker de la donnée dessus, et c'est pas le truc le plus performant pour le faire. Donc est-ce que c'est vraiment une solution de data availability? Il y a pas une grosse évolution de l'état et du coup on a déporté pas mal de coûts sur les blobs, donc les trucs éphémères effectivement. Mais du coup, factuellement, en gros, Ethereum est de plus en plus puissant, scale de mieux en mieux, et de plus en plus efficient, coûte de moins en moins cher à utiliser, mais a de moins en moins de pression acheteuse. Parce que mais je pense pas que ce soit lié. En fait, des Ethers, t'en as pas besoin. Des Ethers, t'en as pas besoin. Enfin, t'en as très très peu besoin maintenant, parce qu'en fait, tout coûte quasiment que dalle. Si tu regardes regarde Solana. Sur le L2, si tu regardes sur le L1, etc. Mais du coup, tu appliques ce modèle à Solana, et sur Solana, ça coûte pas cher de faire une transaction, et ça empêche pas à Solana de prendre de la valeur, tu vois. C'est ce qu'on attendait de la part d'Ether, que ce soit pas cher. Est-ce que ça permettrait à Solana d'atteindre une capitalisation comme Ether, tu vois? Par rapport à ça. C'est la question qui se pose. Aussi, hein. Et en soi, tu as aussi beaucoup de valeurs qui maintenant se retrouvent sur les L2, quoi. Donc, je sais pas, honnêtement. Je pense sincèrement que factuellement, il y a moins de pression acheteuse sur Ethereum parce qu'on a moins besoin d'Ether pour faire la même chose maintenant. Mais en soi, je pense que les gens s'exposeront toujours à la réussite de l'écosystème Ethereum. Ouais. Mais la question que tu peux te poser, c'est est-ce qu'ils
pourquoi ils le font pas trop sur Atom, enfin, avec Cosmos Hub, parce que c'est un peu cette même narrative d'un Ah truc ouais. avec plusieurs chaînes, etc. Moi- Alors, t'as pas besoin d'Atom pour faire des transactions sur les autres chaînes du Cosmos SDK, quoi. Enfin, En fait, qui sont moi, basiques de ma Cosmos réponse, SDK, quoi. Mais... c'est toujours la même. C'est que tu as des applications, donc tu as des ICO ou des NFT, tu as un truc qui fait bander les gens, qui ont envie vraiment de spéculer, de faire des bêtises. Tu as de l'utilisation, s'il y a de l'utilisation, ça monte. Si tu anticipes de l'utilisation, ça monte. Et en ce moment, tu vois, nous, on est vachement dedans, on voit des trucs qui se passent niveau infra, mais ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu des apps qui nous donnaient envie de faire des bêtises, comme ça a pu être le cas dans les cycles précédents où on swappait beaucoup plus. À un moment donné, il y avait les farming d'airdrop, ce genre de choses. Il y avait des trucs qui poussaient à l'utilisation. Aujourd'hui, l'utilisation réelle, elle est pas là. Ou elle est déportée sur Base et compagnie, mais au niveau du L1, elle est pas là. Et c'est pas une question de frais ou je sais pas quoi. OpenSea, il se passe rien. Uniswap, swapper quoi sur Uniswap, les jetons, les altcoins se pètent la gueule. Donc de toute façon, les gens vont pas aller spéculer sur des altcoins en swappant sur Uniswap. Et tu vois, tu reproduis ça tout le temps, et t'es en mode... tu es en mode... Quand ça va bien, ça va très bien. Quand ça va mal, ça va très mal. Exactement. Comme dans ton couple avec ta meuf. Non, je rigole. Non, mais tu vois, ce marché, ça a toujours été ça. Et que ce qui fait que ça tient, c'est qu'il y a des protocoles qui génèrent des revenus type AAV et tout, effectivement. Donc, on peut pas dire qu'il se passe rien. Mais c'est pas la foire à la saucisse comme à l'époque où on flippait des NFT, tu vois. Mais ouais, enfin, moi, j'évite là, pour être honnête, j'ai pas envie de vous donner de l'opium en mode on a eu le bottom, on a eu ci, on a eu ça. En fait, j'ai même pas de convictions qui sont très fortes. Enfin, genre, pour moi, tout est possible en fait. Genre, contrairement à d'autres moments dans le marché où je me disais vraiment là, c'est un point d'inflexion, genre, tout va. Enfin, j'ai tous les signes qui me font penser que. Là, je suis un peu. En fait, je suis dans une phase où j'ai pas de convictions qui sont ultra fortes. J'ai juste de la conviction sur le fait que je vais être exposé à la réussite de ce marché-là et de cet écosystème. Mais à très court terme, bon. C'est T'as ça. oublié, on a eu le top. Pour moi, on n'a jamais eu le top là. Ouais. Peut-être que je suis. Voilà, mais. Enfin, en fait, tu peux faire l'argument de. En soi, t'as fait une chasse de liquidité. Bon. Mais historiquement, tu as une pression acheteuse quand même des instits qui est continue et qui devrait continuer sur les prochains mois, prochaines semaines. Tu as possiblement des taux des taux directeurs qui vont baisser. Alors certes, à court terme, c'est mauvais, mais à moyen long terme, c'est positif. On en revient au même. Si vous voulez un élément de réponse à tout ça, regardez, quand on est en bull run, ou du moins quand on est dans cette période d'euphorie où les prix montent, tout le monde sort des trucs plus ou moins utiles, hein, souvent très inutiles, mais tu vois, tout ce qui s'est passé sur Bitcoin avec les ordinals et tout, on nous a parlé de restaking, on nous a parlé de plein de trucs, et t'as tout qui fuse en fait, les réseaux sociaux, ça fuse. Tout le monde balance son projet. Et donc là, en fait, tout le monde attend l'étincelle pour balancer vraiment les trucs qui font pumper les prix. Parce qu'il se passe des trucs, vous l'avez vu techniquement, il se passe plein de trucs, mais les gens sont pas réceptifs parce que c'est de l'infra et que les gens, ils utilisent pas l'infra, ils utilisent des applications. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est des applications pour spéculer, des applications pour spéculer, parce que c'est souvent ça sur cet écosystème. Donc tout le monde attend ça, et ce marché a toujours été capable de nous proposer des applications pour spéculer. C'est juste, c'est pas le moment. Si jamais, par exemple, d'un point de vue BTC, je vois un truc comme ça, enfin un truc, je sais pas, un truc comme ça, genre une structure en daily, une structure de retournement comme ça, alors qu'on est aussi proche du dernier lot et que c'est une zone de rechargement, ça peut être une des choses qui me permet de renforcer. Un autre signe positif, ça pourrait être le fait qu'on récupère ce niveau ici en tant que support, tu vois, des trucs comme ça. Mais c'est juste que pour l'instant, en fait, on casse des supports et on casse aucune résistance, donc j'ai pas envie d'être trop boule avant tout le monde. Et comme je vous l'expliquais, vous pouvez être dans l'anticipation. Juste si vous êtes dans l'anticipation, vous baissez votre risque. C'est le seul moyen de s'en sortir. Parce que anticiper avec de la grosse size, c'est le casino. C'est le casino. Enfin, c'est comme prendre une grosse position à un contresens, quoi. Ça peut passer, mais tu peux vraiment te faire salement cartonner. Alors que quand t'es dans le sens de la tendance et que t'as de la size et que t'as une invalidation claire, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que même si actuellement, même si on prend ce lot, est-ce que c'est une vraie invalidation? Est-ce qu'on pourrait pas faire juste ça et repartir? Est-ce qu'on pourrait pas faire ça et repartir? Alors, c'est un peu la même chose sur Ether. Sur Ether, est-ce que ce lot, c'est une vraie invalidation? Est-ce que la chasse de ces lots, c'est une invalidation? Je pense pas. Je pense qu'on peut très bien faire un truc comme ça. Donc, ce qui fait que c'est compliqué. Moi, si je devais vraiment ultra bid une zone, ce serait, tu vois, typiquement sur Ether, ce serait ça.
En mensuel, ouais, un truc comme ça. Un truc comme ça. En mensuel, pour moi, cette zone, je l'achète tous les jours les yeux fermés. Ça, c'est sûr. Parce que d'un point de vue risk-reward, en fait, c'est trop important. Et sur BTC, si je devais bid un peu plus les yeux fermés, la vérité, ce serait un truc plus comme ça. En mensuel, c'est ce qui fait le plus sens. Ici et ici. Bon, j'irai pas. C'est compliqué parce que en fait BTC est fort, donc on retrace pas autant, donc t'as peut-être envie de bet plus sur BTC, mais d'un point de vue niveau de retracement, etc. Sur Ether, j'ai beaucoup plus de conviction sur le niveau que je vous ai montré juste avant. Donc voilà, c'est à peu près tout pour moi. Je sais que c'est assez confus. Ouais, t'es Ça pas part un peu devin. dans tous les sens. Hein. Non, mais c'est pas une question d'être devin, tu vois. Mais il y a vraiment. Genre, je pense que pour ma défense, vous savez très bien qu'il y a des moments où j'ai vraiment des biais qui sont très forts. Je pense que c'était le cas sur Ether lorsqu'on était bien plus bas. Je pense que c'était le cas sur Solana lorsqu'on était bien plus bas. Mais tu vois, là, c'est plus dur. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette émission où vous êtes toujours présent, même si on est un peu en décalé par rapport à d'habitude. On continue le contenu de toute façon. Et comme le dit bien Léo, des fois il a des convictions très fortes parce qu'il voit sur le prix, sur les narratifs, tout ça. Moi, c'est vraiment sur les fondamentaux. Et vraiment niveau fondamentaux, hors applicatif, j'adore ce que je vois en ce moment. C'est vraiment violent. Mais il faut vraiment qu'il y ait de l'application, qu'il y ait du répondant en face. Donc on va voir des trucs avec les prix confirmation, avec MegaETH, etc. On va se retrouver avec des transactions qui vont se faire en 20 millisecondes, 10 millisecondes. Donc de la vraie instantanéité dans l'expérience utilisateur. Et j'espère voir des applications sympas qui savent leverager ça. Parce que pour le moment, on n'y est pas. On n'y est pas du tout. Mais je pense que une des choses qui fera qu'on aura des applications intéressantes, à mes yeux, c'est tout ce qui se passe d'un point de vue real-world asset, tu vois. De pouvoir connecter davantage le réel à la blockchain, tu vois. Et la loi, MiCA, qui va aussi permettre en Europe de plus facilement peut-être toucher d'autres marchés, d'autres pays européens, par exemple pour une entreprise qui est en Italie, mais qui veut toucher un public français, etc. Et pour ce qui est des States, espérer peut-être que Trump soit président et qu'il tienne ses promesses pour la partie crypto. Je ne fais pas une généralité, c'est juste qu'il a un biais qui est beaucoup plus crypto que Kamala Harris en face. Et après, qu'il y ait des décisions qui soient données rapidement pour que derrière, tu aies des chefs d'entreprise crypto qui disent « Bon, bah voilà, maintenant que Trump a dit ça, on va pouvoir faire ça. Donc on va, recruter, financer tel type de projet. » Et que ça se bouge, en fait. Qu'il y ait vraiment un avant-après et que ce soit relayé dans la presse traditionnelle. Et c'est marrant de voir que c'est le 17 juillet, 16 juillet, qui s'est fait tirer dessus. C'est le top. Et on a top un peu avant quand même sur Trump, mais ouais, c'est le même. Genre globalement t'as timing, le Trump sur sur l'estimation de la probabilité que Trump pourrait être élu président sur ce moment-là. Et genre le bottom c'est le 15 août, c'est un peu plus haut, ok. Je sais pas si on peut vraiment en tirer quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient que c'était BTC c'était un trade Trump en soi. Bah, de toute façon, factuellement, t'as Trump qui apparaît le truc en mode le gros pro-crypto, et à cette époque, il n'y avait pas de Kamala Harris, t'avais Biden en face qui était tout mollasson et qui faisait pitié, en fait. Mais après, t'as Kamala Harris qui arrive, et puis t'as les médias qui vont tailler la veste habituelle pour Trump, et de bonne guerre sur certains trucs, mais du coup, Kamala Harris, elle prend des points, et je sais pas comment ça se passe aux States, mais moi, personnellement, quand je parle avec ma famille un peu de ce qui se passe, c'est toujours Trump c'est un con et Kamala Harris elle est bien cette nana. Oui mais pourquoi ? Eh ben j'aime pas Trump, j'aime pas ce qu'il représente, et c'est un connard machin. Oui mais pourquoi ? Eh ben c'est un connard. Bon très bien. Et Kamala Harris du coup, je me suis pas trop renseigné mais voilà c'est une femme noire qui s'exprime bien, qui est beaucoup plus présentable, etc. Et ça s'arrête un peu à ça tu vois. C'est un peu comme moi, Macron il est beau. Ouais non, mais après tu vois, je parlais avec des Américains et ils disaient que en vrai, Kamala Harris a été vue d'un bon oeil, tu vois, par pas mal de gens quand même. Qu'elle avait un historique plutôt sérieux d'un point de vue politique. Donc, c'est vrai, elle est pas noire, pardon. C'est quoi, il y avait Wikipédia, il disait qu'elle était indienne et puis après qu'elle était black. Enfin, genre. Ok. Non, mais je crois qu'elle est. Ouais, un mélange de couleurs. Oh. c'est ça.
Bon les Du gars, coup, on va on voir. se laisse sur ces paroles. Merci beaucoup en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Ciao tout le monde.